Bonjour YouTube, puisqu'évidemment j'ai pris un peu de temps avant de cliquer sur le bouton, mais vous n'avez pas raté grand chose si ce n'est moi qui dis bonjour à tout le monde. Euh, donc voilà, donc ce matin quelques articles que j'ai trouvés sur deux, trois bidouilles. Je suis un peu curieux, salut Adamas, je suis un peu curieux de savoir si vous bossez en ce moment ou si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Parce qu'en vrai, c'était aussi une des questions que je me posais. Yo, Aquarium. Une des questions que je me posais, c'est à quel point on continuerait d'avoir des gens qui viennent même en plein été. Team télétravail, oui, moi j'imagine qu'effectivement ça doit aider. Et j'ai une petite pensée pour le bon BL qui avait essayé. Oui, oui, mais oui. Vacances forcées. Le bon BL un petit shout-out à lui, puisqu'il voulait venir pour une fois le lundi matin, lundi dernier, et c'est pile le jour où je n'ai pas fait d'émission. Donc c'est pas de bol. Bon, j'ai mis en fond la musique du dernier Dicey Dungeon, le DLC gratuit qui est sorti. Si vous avez déjà Dicey Dungeon, il y a un DLC qui est sorti qui est très chouette. Et donc c'est la musique de Chipzel. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les musiques que je diffuse, évidemment que en live, pas dans le replay. Vous pouvez les retrouver en bas à droite de l'écran. Voilà, voilà, voilà. J'ai trouvé un peu de tout cette semaine, mais comme je commençais à le dire avant de lancer l'enregistrement parce que j'avais oublié, j'ai eu quand même du mal à trouver des articles intéressants cette semaine. Je sais pas si c'est parce que je m'y prends mal ou si c'est parce que l'actu en été, l'actu tech est un peu plus calme, mais j'ai trouvé un peu moins de choses, mais je pense qu'il y aura quand même largement de quoi remplir nos 2 heures de revue de presse. Si vous pouvez bien me confirmer dans le chat que vous entendez bien à la fois la musique et quand je parle, ce serait parfait pour la balance son, parce que de mon côté ça a l'air bon, mais je ne peux pas évidemment forcément tester ça. Et si on est bon, on va pouvoir commencer avec le premier article. Et le coca du matin évidemment, pour votre santé, buvez moins sucré, moins salé. Enfin, buvez moins salé, moins d'alcool. Ouais, absolument, absolument, Imae. En fait, on a une possibilité d'envoyer. Et merci pour ton follow, Captain. On a la capacité d'envoyer la musique sur un canal spécifique qui n'est pas disponible dans le replay. Donc c'est très pratique parce que ça nous permet d'éviter toute réclamation diverses et variées, même si par principe je n'utilise que de la musique qui normalement est diffusable sur Twitch, mais bon. Je sais aussi qu'il y a des gens qui apprécient sur YouTube écouter autre chose ou n'écouter que ça et écouter leur propre musique derrière. Donc c'est plus pratique. On va commencer par faire un retour sur un article que je vous avais lu, et en fait c'est le follow-up de cet article-là, puisque je vous avais parlé du fait que c'était la dèche chez Next Impact. Merci Joe pour ton... Merci Jonathan, je sais que t'apprécies pas quand t'appelles Joe. Merci Jonathan pour ton sub, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça, pour tes 2 mois du coup, parce que on est sur le deuxième mois, donc on va peut-être avoir des gens qui vont renouveler leur sub. Merci dans tous les cas. Merci beaucoup. Donc oui, l'idée c'était de revenir sur Next Impact. Vous saviez, je vous avais dit que Next Impact en chiait un peu, que c'était compliqué pour la presse indépendante, etc. Et ils ont fait un blog post enfin un édito assez cool que j'aimais vous lire, puisque grâce à la mobilisation des gens peut-être comme vous, eh bien, merci de Seatworld pour ton deuxième Prime. Euh, En fait, c'est trop chouette parce que ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont eu plein d'abonnements. Je vais vous lire ça. Next Impact sort la tête de l'eau et se recalibre 1000 milliards de merci. Ça, c'est bien une bonne. Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle dans lundi.dev. J'ai l'impression que de vous dire des choses négatives sur le monde de la tech, mais en fait, il y a des trucs cool. Nous étions pratiquement au bord du gouffre et nous pouvons enfin sortir la tête de l'eau grâce à votre soutien. Une belle reconnaissance du travail titanesque de notre équipe de journalistes, des développeurs et de Flock, que je remercie pour leur implication et leur sérieux. Un grand merci à tous nos lecteurs. La communauté à la rescousse de Next Impact, nous avons bénéficié d'un soutien énorme sur Next Impact et les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à commenter mon billet, donc c'était l'article qu'on avait lu la dernière fois, Next Impact est en réel danger de mort, hein, où il expliquait pourquoi c'était compliqué. Et chaque commentaire a été lu avec attention. Depuis mon premier billet, nous avons reçu 104 nouveaux abonnés et 1087 renouvellements pour un revenu de près de 60 000 euros. La campagne de financement du magazine, donc ils ont un magazine qu'ils ont fait, qui est une sorte de MOOC sur lequel ils ont des articles un peu plus longs, etc. Qu'ils en profitent.
Euh, eh bien, la campagne de financement du magazine a réalisé un objectif de 136%, donc avec 57 227 euros collectés, et les 200 dons nous ont rapporté près de 20 000 euros. Grâce à vous, nous pouvons poursuivre notre aventure plus sereinement et nous permettre de nous adapter suite à cette chance qui nous est offerte. Ah oui, il y a un train de la hype en approche. J'ai le train de la hype, c'est le Scam Train. N'hésitez pas à contribuer au Scam Train. Pas du tout, faites ce que vous voulez. Next Impact travaille sur lui pour grandir sereinement. À l'origine, destiné à expliquer nos futures décisions, ce billet a tardé à être mis en ligne et je m'en excuse. En effet, nous poursuivons activement nos réflexions sur les stratégies à mettre en place. Plutôt qu'une précipitation, nous préférons prendre le temps d'identifier les meilleures options car notre modèle économique est singulier. Nous y reviendrons dans un futur billet, le temps de finaliser les décisions. Donc en fait, c'est en train de préparer un truc pour s'adapter justement à cette situation et pas simplement se reposer sur cet effort de générosité actuel. D'essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas trop besoin d'avoir de soucis à l'avenir. Pas trop besoin d'avoir de soucis à l'avenir. Ça ne veut vraiment rien dire ce que je raconte. Enfin, vous avez compris quand même. D'être plus serein pour l'avenir. Nous y reviendrons dans un futur billet, le temps de finaliser ces décisions, je disais. C'est avec un cœur rempli d'humilité que toute la team se joint à moi pour vous remercier chaleureusement. Voilà, donc un petit truc positif quand même. Des fois, il y a des choses bien qui se passent et c'est cool. 3 types de travail, journaliste, développeur, floc, oui, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et merci de Seatworld pour ton cadeau à Amicia. Merci beaucoup de Seatworld. Et d'ailleurs, je me rends compte que mes alertes prennent pas en compte le fait que ce soit un gift sub. Donc, merci encore de Seatworld pour ton deuxième sub en offrant un à Amicia. De quoi je voulais vous parler Ah oui, je voulais parler d'un autre truc qui est un peu de la tech et pas trop du dev, mais vous allez voir. Cet article de Minecraft sur le fait qu'ils allaient pas faire de NFT. Et je trouvais ça intéressant parce que j'aime bien la manière dont c'est expliqué. Regardez voir. Minecraft et les NFT, voilà. Un aperçu de nos directives à venir. Vous allez voir, c'est une bonne nouvelle là encore, hein, on est toujours sur des bonnes nouvelles. Plein de bonnes nouvelles. Bonjour à tous. Récemment, nous avons reçu des commentaires de membres de la communauté demandant des éclaircissements et de la transparence concernant la position de Mojang Studio et Minecraft sur les NFT, les jetons non fongibles, et la blockchain. Alors que nous sommes en train de mettre à jour nos directives d'utilisation de Minecraft pour offrir des conseils plus précis sur les nouvelles technologies, nous voulions profiter de l'occasion pour partager notre point de vue, selon lequel les intégrations de NFT avec Minecraft ne sont généralement pas quelque chose que nous prenons en charge ou n'autorisons. Regardons de plus près. Qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT est un jeton numérique unique, non modifiable, qui fait partie d'une blockchain et qui est souvent attaché à des crypto-monnaies telles que Bitcoin. Un NFT peut être associé à n'importe quelle forme d'actif numérique tel qu'un MPEG ou un GIF, mais la plupart du temps, le plus courant aujourd'hui, c'est l'art numérique comme les JPEG. L'achat d'un NFT fournit le jeton qui indique la propriété du fichier numérique original. Pourtant, avec n'importe quel fichier numérique, ce fichier peut être copié, déplacé ou même supprimé. Les NFT et la blockchain ont également été associés à la spéculation, où les prix augmentent rapidement et, comme nous l'avons vu récemment, peuvent chuter rapidement. De quelle manière cela m'affecte-t-il? Si vous êtes joueur ou créateur activement impliqué dans l'achat, la vente ou l'échange de NFT qui utilisent Minecraft, comme des skins ou des mondes, nous vous suggérons fortement de parcourir les informations ci-dessous, sinon il est probable que ces changements ne vous affecteront pas. Nous on va en lire parce que je vous ai expliqué à quel point j'étais anti-blockchain, anti-NFT, etc. Et là c'est bien de voir une grosse boîte, enfin c'est quand même Microsoft, se positionner sur ce sujet en disant que ils n'étaient pas très fans. Notre politique sur les NFT et Minecraft. Dans nos directives d'utilisation de Minecraft, nous décrivons comment un propriétaire de serveur peut facturer l'accès et que tous les joueurs doivent avoir accès à la même fonctionnalité. Nous avons ces règles pour nous assurer que Minecraft reste une communauté où tout le monde a accès au même contenu. Les NFT, cependant, peuvent créer des modèles de rareté et d'exclusion qui entrent en conflit avec nos directives et l'esprit de Minecraft. Pour s'assurer que les joueurs de Minecraft ont une expérience sûre et inclusive, les technologies de blockchain ne sont pas autorisées à être intégrées dans nos applications clients et serveurs, et le contenu du jeu Minecraft tel que les mondes, les skins, les éléments de personnalité et d'autres modes ne peuvent être utilisés utilisés par technologie blockchain pour créer un actif numérique rare. Nos raisons suivent. Voici nos raisons. Certaines entreprises ont récemment lancé des implémentations NFT associés aux fichiers du monde Minecraft et aux packs de skins. D'autres exemples de la façon dont les NFT et la blockchain pourraient être utilisés avec Minecraft incluent la création de NFT à collectionner
permettant aux utilisateurs, permettant aux joueurs pardon, de gagner des NFT grâce à des activités effectuées sur un serveur ou de gagner des récompenses Minecraft NFT pour des activités en dehors du jeu. Chacune de ces utilisations de NFT et d'autres technologies de blockchain crée une propriété numérique basée sur la rareté et l'exclusion, ce qui ne correspond pas aux valeurs de Minecraft d'inclusion créative et de jeu ensemble. Les NFT n'incluent pas toute notre communauté et crée un scénario des nantis et des démunis. La mentalité spéculative de tarification et d'investissement autour des NFT détourne l'attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs. Ce qui est pas anecdotique, c'est pas juste on n'apprécie pas machin, ils expliquent pourquoi, je trouve ça bien. Nous craignons également que certains NFT tiers ne soient pas fiables et puissent finir par coûter cher aux joueurs qui les achètent. Certaines implémentations NFT tiers dépendent également entièrement de la technologie blockchain et peuvent nécessiter un gestionnaire d'actifs qui peut disparaître sans préavis. Il y a également eu des cas où les NFT ont été vendus à des prix artificiellement ou frauduleusement gonflés. Nous reconnaissons que la création dans notre jeu a une valeur intrinsèque et nous nous efforçons de fournir un marché où ces valeurs peuvent être reconnues. Ainsi, pour garantir aux joueurs de Minecraft une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne peuvent pas être intégrées dans nos applications clients et serveurs Minecraft, ni être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu du jeu, y compris les mondes, les skins, les éléments de personnalité ou d'autres modes. Donc là, ils sont très clairs, même en gras et machin, c'est très visible. Nous accorderons également une attention particulière à l'évolution de la technologie blockchain au fil du temps pour nous assurer que les principes ci-dessus ne sont pas respectés et déterminer si cela permettra des expériences plus sécurisées et d'autres applications pratiques et inclusives dans les jeux. Genre, ils vont regarder, ils sont pas dans une exclusion, on va dire, dogmatique, mais bon, voilà. Cependant, nous n'avons pas l'intention d'implémenter les technologies blockchain dans Minecraft pour le moment. Nous espérons avoir plus à partager avec vous bientôt. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur nos directives, vous pouvez le trouver ici. Restez à l'écoute. Voilà. J'ai voulu en parler de ce truc parce que c'est un sujet dont on a finalement pas mal parlé sur lundi.dev, de plus en plus de monde qui était pas, était pas d'accord. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Jonathan. L'overlay dit qu'on est offline, alors qu'on est bien là. Étonnant. Attendez, je vais forcer le rafraîchissement de l'overlay. Pourquoi il indique ça? Il dit qu'on est offline, c'est étonnant. Nous sommes dans un rêve. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi c'est offline? Bon, vous êtes là, hein, clairement, je vois que vous êtes 25. D'ailleurs, merci à vous d'être aussi nombreux. Je pense que, ouais, il doit y avoir un bug dans la manière dont ça fonctionne, mais je vois pas pourquoi. Pourquoi? Ah, si, attendez, bougez pas. Restez en ligne. Je vous mets en mode flou. Vous me voyez en gros. C'est peut-être lié à un token expiré sur l'API de l'overlay. Attendez. C'est l'occasion, si ça prend 3 minutes, vous voyez, à checker. Hop. Ouais, effectivement, il y a un problème de token. Alors que Twitch 2, ça passe, j'imagine. Ouais, Twitch 2, ça passe, mais pas Twitch 1. Pourquoi Twitch 1 marche pas? Attendez, bougez pas. Restez avec moi quelques minutes, s'il vous plaît. On va voir pour que ça marche quand même. Hop, est-ce que ce token est non fongible? Rien à voir. Question sans rapport, c'est quoi ce navigateur? Le navigateur que j'utilise? Il s'agit de Firefox, tout simplement. Attendez, restez en ligne. Ça me stresse sinon que l'overlay déconne, alors qu'on a passé tant de temps là-dessus. Mais je pense savoir ce que c'est. Ça doit être lié à... ça doit être lié au fait qu'on a changé la manière dont on recevait les données. Et donc, ça doit être pété différemment, je pense. Attendez un petit instant. Restez avec moi. On revient dans quelques instants. Ouais. Qu'est-ce qui peut faire que ça déconne? Ah,
Ok. Alors, si je fais ça, normalement, si je me connecte, normalement, je vais pouvoir m'en sortir. Restez en ligne, mes amis. Ça va durer que quelques instants, rien de fou. Tac, 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 tac. Tac. Tac, 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 tac. À base de tac, tac. Vous l'aurez compris. Hop. Hop. Voilà. Et ça, je peux le modifier normalement. Modifier. Hop. Si je le supprime. Voilà. Et regardez, ça remarche d'un coup. C'est fou ce qu'on fait de nos jours. Hein. Voilà. Hop. C'est réglé. C'est réglé. Ça, c'est quoi ça? Non, ça change juste pas. Et je ferme. Voilà. Donc, nous revoici avec l'overlay qui est fixé. C'est pratique comme d'avoir codé son propre overlay, c'est qu'on peut le régler. Hey, salut Five Story Pepper. Je suis content de te lire et de toute façon, merci à tous d'être là. Donc, on est de retour. Donc, on parlait de fait que Minecraft, Microsoft, Mojang Studio, donc qui fait Minecraft, on dit que les NFT dans Minecraft c'était no. Et c'est pour ça que je vais vous en parler parce que on en parlait pas mal de fois. Et en parlant de Microsoft, une petite brève rapide de chez Next Impact en passant. Microsoft repartirait sur un cycle de Windows majeur tous les 3 ans. Vous saviez sans doute qu'à un moment on disait oui, non, mais Windows 10 serait le dernier Windows et qu'il le mettrait simplement à jour tous les ans. Eh bien en fait, ils ont décidé que non. En fait, désormais, ils allaient faire un Windows 11, puis potentiellement un Windows 12 en 2024. Donc on va lire ça. Microsoft partirait donc sur un cycle d'un Windows majeur tous les 3 ans. Si on en croit Windows Central, Microsoft se préparerait à changer profondément, et une fois de plus, le cycle de développement de Windows. On quitterait la base affinée. Attendez, j'ai un chien qui fait waf waf dehors. Je vais fermer ma fenêtre. Si on en croit Windows Central, donc, Microsoft se préparerait à changer profondément et une fois de plus le cycle de développement de Windows. On quitterait la base affinée chaque année par des mises à jour importantes pour revenir à un nouveau Windows tous les 3 ans, ce qui pourrait signifier un Windows 12 dès 2024. Entre deux versions, le système serait complété de manière régulière par des améliorations et des nouvelles fonctions au travers de ce qui serait appelé en interne des moments. Donc les Windows moments. On ne sait rien de plus pour le moment, Windows Central ne précisant pas ses sources. Revenir à un cycle de 3 ans aurait plusieurs avantages, dont rendre l'identification des versions plus simple et surtout proposer une nouvelle gamme de machines pour relancer les ventes. Bah oui, on pense que c'est sûrement commercial quand même cette affaire. Et donc voilà. Je parle rarement de l'actualité de Windows parce que je suis historiquement un Linuxien et qui est maintenant sous macOS. Donc Windows c'est un peu loin de moi. Mais en même temps, je sais que vous êtes quand même nombreux à être sous Windows. Et c'est d'ailleurs le poll que je vais faire. Je vais lancer un poll. Non, pas une prédiction, un poll, j'ai dit slash poll. Quel est votre OS? Et je vais mettre sur Windows, et Linux. Je vais mettre GNU Linux parce que sinon il y en a encore qui vont casser les couilles. macOS, autre chose, BSD, etc. Voilà, hop, pendant 2 minutes. Paf. Ah oui, j'aurais dû dire. Non, en perso. En perso. Désolé, je peux pas changer du coup le truc. Donc c'est quel est votre OS perso. Voilà, n'hésitez pas à choisir. N'hésitez pas à voter. Et si vous avez un multiboot, celui que vous utilisez le plus en termes de temps. Voilà. Essayez d'aider, s'il vous plaît. Pour le gaming ou pour la prog. Celui que vous utilisez le plus de temps. En termes de temps cumulé, on va dire. Voilà. Si vous passez plus de temps pour jouer, vous choisissez peut-être Windows. Mais sinon, voilà. En tout cas, en attendant, c'est très serré. Hein. Je pose cette question, en vrai, j'ai envie de savoir parce que j'ai l'impression de très peu de parler de Windows, mais d'un côté, on parle à des devs. Donc, et SteamOS, par exemple. SteamOS, c'est pas mal. Hein. Alors, ça, je le garde pour plus tard parce que c'est marrant. Tac. Ouais, finalement, ça, j'en parlerai pas. Au début, je voulais vous faire un petit point sur PHP 8.1 parce que ces derniers temps, je dois faire du PHP pour autre chose. Je vous en parlerai à l'occasion. Et du coup, j'avais découvert à quel point PHP avait changé ces dernières années.
Mais en fait, finalement, c'est une actu vieille parce que 8.1 est sorti en novembre dernier. Mais oui, il y a même des enums maintenant dans PHP. Genre, tu peux faire strlen et tu mets 3 points pour dire la fonction strlen. Enfin, il y a plein de nouveautés dans PHP. Je suis un peu en mode genre, ok, PHP qui se modernise toujours. C'est très étonnant à chaque fois. Mais là, je voulais plutôt vous parler de ça. D'un article intéressant fait par Alice Cécile. Alice Cécile, très intéressante puisqu'elle est programme. Elle est comment on dit. Elle est, on va dire, product manager, mais ça rend pas hommage à tout ce qu'elle fait, je trouve. Non pas que les product managers font pas assez, mais là, elle fait bien plus que du product management, mais project management, etc. Chez Bevy, qui est un, un nouveau moteur de jeu fait en Rust, et c'est vachement intéressant ce qu'ils font. Alors juste le résultat, on est sur 5 Windows, 4 GNU Linux et 5 macOS. Ah ouais, on est un tiers quasiment. Hein. Ben disons, bien joué. Marrant quoi. Marrant. Pareil, alors Amicia qui dit pareil, je suis PHP de loin, ça a l'air cool les nouveautés. Oui, je suis d'accord. On voit qu'au moins il se bouge le cul et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette qu'il y ait pas mal de nouveautés. Donc tiens, on va lire cet article que je vais traduire via Google Translate, hein, toujours. J'aime bien traduire via Google Translate, finalement c'est pas si mal, c'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Donc vous savez qu'il y avait eu toute une affaire avec Unity, je sais pas si on en a parlé de ça, de ce qui s'est passé avec Unity. Donc pour ceux qui voient pas trop comment sont faits les jeux vidéo, souvent on se base sur un moteur de jeu. Et aujourd'hui, les deux plus gros moteurs de jeu qui ont pignon sur rue aujourd'hui sont Unreal Engine. Unreal Engine. Donc, Unreal Engine qui est fait par Epic Games. Donc, qui est un mastodonte du milieu, hein, évidemment. Donc, fait par Epic depuis longtemps. Et puis, Unity. Une plateforme de développement, donc Unity. Et Unity, comment vous dire Unity part un peu dans le décor, avec notamment le CEO d'Unity qui dit des énormes conneries. Si je cherche CEO Unity actualité, je pense que je vais tomber dessus. Ouais, après j'aimerais bien une source de bonne qualité, s'il vous plaît. Attends. PDG d'Unity. Voilà, tac, tac, tac. Ce PDG insulte les développeurs. Mais bon. En gros, il a dit des trucs tels que les développeurs qui pensent pas à la monétisation de leur jeu très tôt dans le cycle de développement sont des idiots, voilà, sont des putains d'idiots, un truc comme ça. Ambiance, hein, comme dirait l'autre. Donc là, l'idée, c'est de voir. Donc Unity et Unreal sont quand même les deux plus gros et sont largement devant. Et puis, vu que le PDG d'Unity a dit n'importe quoi, et que notamment Unity a racheté / a fusionné avec une boîte qui a été connue pour faire des malwares, donc vraiment il y a plein de bails pas ouf du côté d'Unity en ce moment, et que Unreal Engine est bien, mais n'a pas forcément la cote chez les indépendants pour des raisons techniques diverses et variées, notamment pour la 2D, c'est pas parfait pour faire de la 2D, eh bien il y a des gens qui disent ah mais en fait il y a qu'à faire des nouveaux moteurs de jeu. Et en fait il en existe plusieurs. Aujourd'hui il existe notamment Godot, qui est un moteur libre et open source qui est pas mal. Qui est assez chouette. Et puis donc il y a d'autres, donc c'est peut-être l'un des plus gros dans les libres qui existent, pour la faire simple. Et il y a The World Most Open, c'était open source, Unreal Engine. En fait, Unreal Engine, c'est pas open source, mais en fait, des moteurs comme ça, enfin, de telle taille, open source, il n'en existe pas aujourd'hui. Parce qu'il faut imaginer que c'est quand même des années et des années et des années de développement avec des centaines de développeurs, hein, Unreal Engine. C'est pas. Non pas qu'on puisse pas faire du développement avec des centaines de développeurs sur des dizaines d'années hein, en open source, mais là pour le coup, dans un monde aussi secret, aussi, enfin pas secret, mais aussi cloisonné que le monde du développement de jeux vidéo, c'est pas très étonnant que ce soit pas open source. Mais donc Godot existe depuis longtemps, Godot est très chouette, mais comme le dit Five Story Paper, c'est pas en Rust. Et donc il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc en Rust? Et surtout, Bevy, donc c'est un moteur qui est très chouette, Bevy, qui
se base surtout sur une mécanique qui s'appelle ECS, donc ECS qui est pour Entity Component System, où en gros c'est une manière d'organiser les données, etc., pour en faire, pour notamment faire des jeux vidéo. Et ils ont une vraie envie d'avoir un moteur complet, open source, libre, et développé en ciel ouvert. Et donc ils ont fait ça depuis un moment, ils ont quelques sponsors pour que le truc existe, quoi. Disons que vu que Unity fait n'importe quoi, il y a de plus en plus d'yeux de pères dieux qui se mettent sur ce projet, qui avance depuis un certain moment, qui est assez chouette. Et donc Alice Cécile, qui s'occupe de plein de choses sur Bévi, et notamment de gérer le projet au quotidien, même si c'est pas celle qui a lancé le projet, puisque celui qui a lancé le projet c'est Cart, qui est un ancien développeur de chez Microsoft qui s'est lancé là-dedans à temps plein, etc. Et bien en fait, donc elle s'y connaît pas mal, et donc elle a voulu réagir à quelques trucs qui ont été dits récemment à propos de est-ce que finalement un moteur de jeu c'est pas simplement mettre des bibliothèques ensemble et puis c'est parti mon kiki. Donc justement, elle explique un peu ça. Les moteurs de jeu sont plus que des bibliothèques collées ensemble. La valeur de la vision et le coût des dépendances externes. Donc là, on a un mème qui a été posté par le créateur de Godot, Juan Linienski. Je vais mettre toutes ces bibliothèques ensemble et faire un moteur de jeu. Et 10 ans plus tard, on voit Bob l'éponge un peu deg, un peu mort aussi. Lors du démarrage d'un projet technique massif, comme dans notre cas un moteur de jeu, donc là justement elle parle de Bévi, le chemin de la moindre résistance est de prendre un tas de composants fonctionnels, de les coller tous ensemble et de l'expédier, de le ship it, de le lancer. Quoi de plus simple? Malheureusement, il semble qu'empiriquement, cela ne marche tout simplement pas. Ce n'est pas une voie vers le succès. GitHub est jonché de projets ratés adoptant cette approche, tandis que les moteurs de jeu prometteurs les plus prometteurs... Pourquoi il a traduit prometteurs les plus prometteurs? Ah oui, parce que c'est up and coming, donc c'est prometteur. Merci Mopral pour ton sub, merci pour ton 2e mois. Merci beaucoup. GitHub est jonché de projets ratés adoptant cette approche, tandis que les moteurs de jeu les plus prometteurs l'évitent au profit d'une conception beaucoup plus intégrée. Pourquoi? Les bibliothèques sous-jacentes, telles que SDL2 ou OpenGL, donc si vous avez un peu vu le monde de programmation de ces choses-là, ça vous dit quelque chose, peuvent toutes être d'excellents logiciels de haute qualité. En effet, les moteurs qui développent une dynamique s'appuient souvent sur ces mêmes bibliothèques fondamentales, et les moteurs de jeu individuels peuvent réussir en faisant précisément ce que je dis que vous ne devriez pas faire. C'est-à-dire que si tu as envie de faire ton jeu dans ton coin, et que tu n'as pas envie d'utiliser un moteur de jeu, pour une raison ou pour une autre, ce qui est débattable en vrai, hein, voilà. Si t'as envie d'y aller en mode YOLO, tu peux littéralement faire ça, prendre SDL dans un coin, prendre tes trucs et puis te démerder. Quelle est donc la différence? Qu'est-ce qu'un moteur de jeu et pourquoi ne pouvons-nous pas en créer un en assemblant les bibliothèques de haute qualité dans une goutte collante et gluante? Alors pourquoi goutte juste? Ah oui, dans un blob collant et gluant. Pourquoi on peut pas juste tout foutre ensemble et puis voilà. Les moteurs de jeu sont définis par leur communauté. Commençons par quelque chose de controversé. Une stack faite pour un jeu n'est pas un moteur de jeu. Par exemple, Factorio, Minecraft dont on parlait avant, Quake, ils ont fait des choses efficaces, mais c'est pas un moteur de jeu. Au lieu de cela, ils ont créé quelque chose qui pourrait être remplacé par un moteur de jeu, mais qui est un produit qualitativement différent. En tant que stack de jeux unique, ils n'ont qu'un seul objectif, rendre le jeu pour lequel ils ont été conçus aussi facilement que possible. C'est-à-dire qu'ils ont été adaptés pour un seul type de jeu. Ils n'ont pas à se soucier de attirer les utilisateurs, ce qui est un point quand même important, former efficacement ces nouveaux utilisateurs, travailler sur divers matériels de développement, parce que si tu fais par exemple pour ton jeu, si tu fais un truc pour Minecraft, tu t'en fous d'avoir un truc rapide et efficace pour de la 2D, parce que tu fais que de la 3D quasiment, sauf pour ton UI. Donner la priorité à la flexibilité, même lorsqu'il s'agit d'une prime de performance, donc en gros, tu vas vouloir vraiment être précis pour ton jeu, tu as vraiment ce que tu veux faire avec ton jeu en tête, et du coup, tu vas pas faire attention à permettre à d'autres gens de faire des choses cool. Yo, The Mr. Matt. D'ailleurs, Five Story Paper nous dit, c'est comme se dire, bon, allez, je ne vais pas utiliser de framework JS pour faire mon front-end. Tout à fait, mais du coup, ça va potentiellement... c'est pas la même chose en fait que de faire un moteur de jeu. La gestion de la rétrocompatibilité, évidemment, tu t'en fous quand tu fais ton propre jeu de casser ton précédent code. C'est moins grave, on va dire. Alors que si tu le fais pour un moteur de jeu, tu essaies de le faire proprement pour en tout cas faire ce qu'il faut pour que ça
ça puisse facilement être mis à jour. Et puis la prise en charge de différents cas d'utilisation. En échange, il ne bénéficie pas de mettre en commun les ressources de développement, soit via des revenus de licence, soit via des contributions open source. Donc quand tu fais ton propre jeu, tu ne peux pas bénéficier de ressources externes pour ça, ou difficilement. Le durcissement architectural gagné en devant répondre à des exigences plus sévères, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux faire des choix de merde, mais tu t'en rendras pas compte parce que tu fais ton développement. Et puis, un écosystème florissant de support d'apprentissage, d'actifs compatibles et d'extensions. Bah oui, si tu fais ton propre moteur, tu bénéficieras pas de le super plugin qui a été fait par quelqu'un d'autre, etc. Les moteurs vivent et meurent grâce à la force de leur communauté. Les stacks de jeux uniques sont jugés en fonction de la rapidité de l'économie et de l'efficacité avec lesquelles elles peuvent créer le jeu unique pour lequel elles ont été conçues. Les stacks de jeux uniques et les moteurs de jeu sont deux choses distinctes, chacune avec ses propres forces et ses défis. Si vous prenez une technique qui fonctionne bien pour des stacks de jeux uniques, comme le collage de bibliothèques, et que vous l'appliquez à la création de moteurs de jeu, les performances passées, comme on dit, ne garantissent pas les résultats futurs. Voilà. En gros, c'est pas parce que tu as réussi dans une grosse boîte à faire un jeu sans avoir besoin d'un moteur, mais juste en collant des bibliothèques ensemble, que tu vas pouvoir facilement faire un moteur de jeu comme un Unity, quoi. C'est vraiment pas le même type de boulot. Les dépendances sont excellentes, mais le code de colle craint, enfin l'assemblage à l'arrache craint. Ne vous méprenez pas, les bibliothèques sont géniales et les dépendances sont bonnes en fait. Bevy en a des dizaines et à la fois directes et transitives. Sans bibliothèque, votre vitesse s'arrêtera. Ça veut rien dire ça. Oui, sans bibliothèque, votre rapidité de coder va se ralentir jusqu'à s'arrêter, et tout aussi important, vous ne donnerez rien à l'écosystème. Bah oui, parce que du coup, tu vas recréer tout le temps. Le problème ici est le redoutable code glue, un code qui n'existe que pour que tout joue bien ensemble et se parle. Le code glue est brunal à maintenir parce qu'il rompt avec une régularité alarmante chaque fois que vos dépendances changent de version majeure. Non, ne mettez pas à jour vos dépendances. Oui, parce que c'est en gros, vu que en fait, tu peux être poussé à pas mettre à jour ton code parce que le code de tes dépendances a changé, du coup ça te fait chier, du coup tu mets pas à jour tes dépendances ou alors tu mets pas à jour ton code. En gros, il faut tenir les deux. C'est extrêmement chiant à mettre à jour. Il y a mettre à jour le code glue, quoi, c'est pas intéressant, etc. Et là, justement, elle dit quoi, vous pensiez que le codage d'un moteur de jeu, c'était que faire des arcs-en-ciel HDR et des licornes animées par des squelettes? Bah non, quoi. C'est pénible à tester. J'espère que vous aimez écrire des mocks, parce que du coup, tu es sur un moteur de jeu, donc en fait, tu manipules rien, tu manipules des potentiels trucs, c'est un enfer. Cela rend le coût de la commutation de dépendance incroyablement élevé. C'est en gros, si tu changes une bibliothèque pour une autre, ça veut dire qu'il faut que tu couvres tous les autres cas, mais d'ailleurs c'est ce qu'elle dit. Remplacer une couche d'intégration par une bibliothèque complexe représente presque autant de travail que d'écrire le code vous-même. Les abstractions entraînent des pertes, et rien ne vous le fera réaliser plus rapidement que d'essayer d'échanger une intégration rapide et facile. Le maintien du code de colle ne vous fera pas progresser, il est donc négligé et laissé à pourrir. L'open source ne se soucie peut-être pas des promotions, mais les contributeurs détestent faire du bénévolat pour des tâches fastidieuses. Si tout votre moteur est du code glue, devinez ce que sera la grande majorité de votre travail. Donc en gros, voilà, c'est dire que créer un moteur, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous dites ? C'est pas propre au moteur de jeu, j'ai déjà vu ça dans les gros logiciels. Bah justement, c'est pour ça que j'en parle. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans le monde du développement de jeux et de se rendre compte qu'en fait c'est pareil partout. En fait, ça peut vous faire penser à d'autres choses. Le monde développement de jeu est un monde complètement obscur pour moi. Je me rends compte que je ne sais essentiellement d'écrire que du code qui crache du texte. Oui, mais en fait, en vrai, tu verrais, notamment si tu regardes des exemples de Bevy, etc. Donc, ce qui est assez on va dire, une manière un peu moderne de faire des moteurs de jeu, ça va dire quelque chose, je pense, Imae, parce que ça ressemble un peu à des mécaniques que tu as pu voir dans Haskell ou dans plein d'autres trucs, on va essayer d'abstraire, mais de pas trop abstraire non plus, c'est pas mal. C'est même tellement pire, supposons que vous ayez besoin de faire une correction de bug de votre dépendance, ou pire, que vous vouliez mettre une toute nouvelle fonctionnalité brillante pour débloquer votre travail. Et bien, lancez un D12 pour déterminer ce qui se passe. 1. Vous ouvrez, alors c'est pas un sujet, vous ouvrez une issue. Il est ignoré, puis fermé par Stalebot, donc il y a un bot qui automatiquement ferme après 2 ans. Ou vous ouvrez une issue, mais vous constatez que le travail est bloqué par une réécriture en attente depuis 18 mois. Vous ouvrez une issue et vous vous rendez compte que le bug est... ah non, c'est pas un bug, en fait, ça fonctionne comme vous attendez.
la dépendance a été abandonnée parce que le mainteneur qui était seul a burn-out. Ou la dépendance en question a été abandonnée parce que la boîte qui était basée sur du capital risque a été rachetée. Donc, dommage, elle ne tient plus à jour sa dépendance. Ou vous ouvrez une PR qui est tout de suite fermée parce que ça correspond pas au guide de style de la dépendance en question. Vous ouvrez une PR et personne ne la review jamais. Vous ouvrez une PR, mais le mainteneur de la bibliothèque en question n'est pas d'accord avec votre choix architectural. Donc vous passez 3 mois dans des discussions de review et finalement ça ne donne à rien. Vous ouvrez une PR, mais un autre utilisateur dit que ça casse son workflow. Votre PR est fermée. Vous essayez d'ouvrir une PR, mais vous vous rendez compte que le responsable n'accepte que les correctifs signés par PGP et envoyés par texte, par email. Vous perdez 2 jours à essayer de le faire. Vous apprenez un nouveau langage, vous lisez attentivement le guide de style et le contributing, vous soutenez une PR, vous attendez 2 mois et la PR est mergée. Vous devez attendre 3 mois pour avoir la nouvelle version de votre dépendance. Ou enfin, un responsable a pitié de vous et juste résout votre problème. Vraiment, ne voyez-vous pas tout le temps que vous économisez? C'est tellement agile de ne pas passer par un moteur et de juste s'appuyer sur les bibliothèques. C'est ça qu'elle essaie de raconter. C'est qu'en fait, les moteurs de jeu, ça vous apporte quelque chose, ça s'occupe de faire tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une dépendance est bonne? C'est des licences permissives ou en tout cas compatibles, une culture conviviale pour les contributeurs, des révisions, des merges et des versions rapides, un facteur de bus élevé, c'est-à-dire vous n'êtes pas dépendant à une seule personne qui pourrait passer sous un bus. Vous avez une portée petite, ou en tout cas, c'est des opinions relativement raisonnables. C'est une logique de base spécifique à un domaine, loin de votre logique de base. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, c'est quelque chose qui est utile, mais qui est loin de ce que vous faites au quotidien, sinon mieux vaut le faire vous-même. Ça gère beaucoup de cas chiants pour vous, et c'est aligné avec votre vision de ce que devrait être la bibliothèque en question. Malheureusement, si vous ne faites que coller les bibliothèques, vous ne pouvez pas faire ce choix. Vous ne pouvez pas choisir de bonne ou de mauvaise dépendance, vous êtes coincé avec ce qu'il vous donne. Et donc justement, voilà, on parle des moteurs de jeu. Si vous voulez créer un meilleur moteur que Unity ou battre Unreal avec vos propres jeux, vous avez besoin d'un plan. Un vrai plan honnête vers Dieu, envers Dieu. Rien de tout cela, nous allons embaucher les meilleurs et travailler très dur. Faire des efforts n'est pas une solution et ce n'est certainement pas un avantage concurrentiel. Oui, en gros, c'est pas juste je vais y aller et j'y crois à mort. Non, il faut vraiment avoir un plan calé. Oui, c'est ça. Ouvrez une PR, reculez de 3 cases et passez aux 2 prochains jours, il y a un peu de ça. De même, démarrer plus rapidement n'est pas un avantage concurrentiel. Cela comble simplement l'écart entre vous et la décennie de travail qui vous attend pour attraper les entreprises bien établies de plusieurs de millions de dollars avec lesquelles vous espérez rivaliser. Oui, parce que vraiment, Unreal et Unity, c'est des boîtes qui bossent dessus depuis des dizaines d'années, quand même. Vous ne pouvez pas battre un concurrent bien établi en jouant à son propre jeu, mais en rattrapant son retard plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui rend votre moteur différent? Qui l'utiliserait et pourquoi? Coller des bibliothèques ensemble n'aide pas ça. Au lieu de cela aggrave le problème. Chaque bibliothèque a son opinion, vous devrez soit écrire la vôtre, soit aplanir les différences. Conception d'API, flux de données, data flow en fait, philosophie de base, langage de programmation, vous devez coordonner ceci ou votre moteur sera plus difficile à apprendre, plus difficile à utiliser, plus difficile à entretenir et plus difficile à optimiser. Et une fois que vous avez collé les bibliothèques ensemble et que vous avez rendu votre scène de test avec des ombres hyper réalistes, ultra rapides et 1 milliard de particules, faire le second 90% du travail semble brutal. Vous prenez du code qui fonctionne, vous y ajoutez une série interminable de modifications cosmétiques et vous perdez tous les avantages que vous avez acquis en réutilisant les outils bien fonctionnels. Il ne vous reste que 2 options. Ne refactorisez pas pour une UX unifiée, vous ne parvenez pas à acquérir de nouveaux utilisateurs, luttez pour exécuter une grande vision et regardez la dette technologique s'accumuler. Ou alors, refactor pour une UX unifiée, épuisez votre équipe, cassez constamment vos utilisateurs, frustrez les investisseurs par le manque de progrès, choisissez votre poison. En fin de compte, si vous voulez créer le Next Great Game Engine, c'est mon cas, puisqu'elle bosse pour Bevi, enfin elle bosse pour... Elle le fait bénévolement avec quelques sponsors sur GitHub, mais enfin voilà. Votre projet a besoin d'une vision qui attirera les utilisateurs, les investisseurs, les fabricants d'outils et les contributeurs. Il a besoin de fonctionnalités qui le distinguent, de problèmes qu'il peut résoudre mieux que n'importe quel des titans, et d'avoir un modèle clair et unifié qui peut enseigner aux utilisateurs et pointer pour garder la taille technologique à distance.
Pour Godot, c'est un accent omniprésent sur la convivialité, la valeur durable de l'open source et la valeur d'un excellent flux de travail axé sur l'éditeur. Pour Our Machinery, qui n'est pas open source mais qui est juste un autre exemple, que je vais essayer de charger, voilà, c'est un nouveau type de un nouveau type de moteur de jeu qui essaie d'être différent. L'accent est mis sur la capacité de hacker, de bidouiller, pas de piratage, de bidouiller, l'importance de la performance et les avantages de pouvoir créer ses propres outils. Et pour Bevi, pour laquelle Alice Cécile travaille, c'est une croyance que ECS est un paradigme à usage général. Alors ECS, comme je l'ai dit, c'est Entity. Je vais voir ce que c'est après ECS sur Wikipédia, on va voir ensemble. En tant que paradigme à usage général, donc c'est Entity Component System. La facilité d'écrire du code correct dans Rust et les avantages d'un écosystème intercompatible florissant. Si vous souhaitez nous rejoindre pour façonner l'univers du développement de jeu, vous feriez mieux de vous dire à quoi ressemble cet univers radieux. Voilà. Ouais, traduction un peu pétée pour piratage alors que pour hacking. Voilà, c'était un peu brouillon parce que la traduction est un peu pétée parce que Google fait ce qu'il peut, mais c'était pour vous donner un peu cette impression que déjà, pas mal de problématiques que vous avez dans le monde du développement d'applications pour n'importe quelle entreprise. En fait, on peut en voir des parties dans des questions qu'on se pose pour la création de jeux vidéo, et notamment sur la création de moteurs de jeux vidéo. Et pourquoi créer un moteur de jeux vidéo? C'est pas juste mettre plein de bibliothèques ensemble, c'est aussi avoir une vision, parce que avoir une vision et la mettre en place et coder tout ce code de glue, parce que c'est ça au fait qui fait que les gens vont dire ah c'est facile de coder pour en utilisant ton moteur et donc vraiment l'utiliser quoi. Donc voilà. Donc on a vu Godot qui existe si vous voulez faire des petits jeux ou des plus gros jeux d'ailleurs. Avec Godot, n'hésitez pas, c'est open source, c'est libre et c'est très chouette et les gens sont vraiment très contents d'utiliser Godot. Ça a plein d'avantages et tout. Ça a son petit langage de script, mais vous pouvez aussi écrire en C++ ou en C# des trucs. Et avec un moteur 2D qui est très cool. Et en plus, ça peut vous permettre de faire des jeux qui sont effectivement release sur Steam ou sur Android et sur iOS. Donc c'est quand même assez cool. Voilà. Donc c'est assez chouettos. Et alors Bevi, c'est moi c'est Bevi qui me fascine ces derniers temps. C'est très très cool. Ils essayent vraiment de proposer un moteur très intéressant, fait en Rust, avec très peu des désavantages de Rust qu'on peut avoir, c'est-à-dire le temps de compilation, etc. C'est très très cool. Et c'est un moteur qui avance très vite. Donc c'est vraiment, ouais, ça me passionne beaucoup en ce moment. Donc voilà, dans mon temps libre, je bidouille un peu avec ça. C'est assez chouette. Alors Jonathan nous dit, j'ai l'impression qu'utiliser des libs externes, ça implique avoir une bonne politique de gestion de ces libs externes, absolument, y compris de les soutenir financièrement ou d'autres et de les mettre à jour régulièrement. Oui, et d'ailleurs, soutenir les bibliothèques sur lesquelles ils s'appuient, c'est un des trucs que j'aime bien dans Bevi, c'est qu'en fait, ils passent beaucoup de temps à upstream leurs changements, c'est-à-dire, notamment, ils s'appuient beaucoup sur une bibliothèque qui s'appelle, je crois, WGPU, c'est ça ? Voilà, qui est en gros une bibliothèque qui abstrait toutes les complexités de faire du code pour faire du GPU. Le GPU, c'est les cartes graphiques, etc. Enfin, à faire de la 3D et de la 2D de manière accélérée par votre carte graphique. Et en fait, ils travaillent beaucoup ensemble, beaucoup en synchronisation avec le GPU qui existait avant Bevi. Et ils travaillent main dans la main, ce qui fait qu'il y a vraiment une symbiose intéressante entre Bevi qui utilise du coup WGPU et WGPU là-dessus. C'est très très cool. Et d'ajouter les putains de tests absolument de son côté pour vérifier une lib externe continue de marcher. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, dans le monde Rust, il faut imaginer que les bibliothèques Rust sont toutes relativement récentes, puisque Rust est relativement récent, relativement. Et donc du coup, c'est plus simple d'arriver... Enfin, eux, ils arrivent relativement tôt dans l'existence de cet écosystème, donc les interactions se font de manière relativement saine. C'est assez chouette. Et un des trucs que j'aime bien aussi dans Bevi, c'est que il y a des exemples en ligne. En fait, ça se compile en WebAssembly. Et donc, on a des exemples qui marchent directement dans votre navigateur. Quoi. Ça output des choses qui peuvent être exécutées dans votre navigateur. Et ça, je trouve ça trop bien. On peut imaginer d'avoir des petits jeux qui sont complètement là-dedans. Voilà, je crois qu'il y a un breakout. Voilà. Alors, je pense pas que vous ayez les sons, mais en plus il y a des petits sons qui sont faits, etc. Et donc il y a littéralement un breakout qui est fait dans le navigateur, mais avec le même moteur que vous utilisez pour faire des jeux pour Steam, quoi. Donc bon, c'est pas mal, quoi. Évidemment, c'est un jeu extrêmement simple. Oula, bon, j'arrête si vous avez eu les sons très très forts. Mais voilà, en gros, c'est très cool. Et voilà, je trouve ça très très chouette que ça existe.
Voilà. Donc Bévi, très cool. Qu'est-ce ce dont je voulais vous parler? Ah oui, un truc qui n'a rien à voir, mais ça me permet de parler d'autre chose. Un tweet que j'ai vu passer, parce que de temps en temps je vous parle d'un tweet. Un tweet que j'ai vu passer et qui m'a beaucoup intéressé et en même temps fait flipper. Donc avant-hier du 22 juillet, donc c'était donc, si on fait le calcul, mercredi dernier, un tiers, enfin quelqu'un, a déposé 967 domaines en .fr, soit 31% des domaines .fr déposés ce jour-là. Similaire à de nombreux noms de nombreuses organisations, parmi elles l'INSEE, l'Académie de Créteil, Conforama, Forum Actif, Alpes-Maritimes, etc. C'est extrêmement flippant. C'est une liste qui est très longue de domaines. Et vous allez voir, c'est assez flippant. Parce que c'est vraiment fait à chaque fois pour être quasiment la même chose, mais pas vraiment. Genre par exemple, c'est pas Conforama, c'est qu'Inforama. Oui, j'envoie le lien du tweet. Là, hop. Yo, Captain Teloche. En gros, l'idée, c'est un potentiel mauvais acteur qui a déposé énormément de... Par exemple, ils ont déposé Fortuneo.fr, French Beweb, que des trucs de typo squatting. Et par exemple, INSEE avec 3 E. La banque postale avec 2 T. Ou la banque Poctal. Pour que s'il y a des gens qui se plantent en écrivant, quoi. Et c'est assez flippant, quoi. La Voix du Nord. Alors, voilà, ils ont pris le monde. Alors, ils n'ont pas dépassé mardidev.fr, heureusement. Mais oui, voilà, le monde, Léo Monde. Le Parisien, le Patisien, le Parisien. Et c'est assez flippant, parce que le typo squatting, donc c'est le fait de déposer des domaines qui ressemblent, mais qui sont à une faute de frappe près, ben, c'est potentiellement un moyen de se faire accouiller. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément l'habitude de vérifier en détail chaque lettre de leur URL. Déjà, quand ils vérifient les noms de domaine, c'est déjà bien, mais c'est très facile de se faire avoir par un nom de domaine qui n'est pas exactement le même que celui dont on a l'habitude. Genre, je suis désolé, mais Mondial Reali, Mondia Relais, enfin, Nof.fr, quoi. @9.fr. Imaginez, vous envoyez un mail à quelqu'un qui a une vieille adresse en 9.fr, qui était un opérateur historique, tu te plantes, paf, t'envoies un mail à quelqu'un que tu connais pas, quoi. Et alors, justement, Five Story Paper, est-ce qu'il n'y a pas des recours légaux? Parce que là, clairement, c'est une fin malveillante. Et ben, en fait, la FNIC dit, en fait, pas vraiment, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, dans le sens, il n'y a rien dans la loi qui empêche de faire ça, quoi. Et c'est assez problématique. Ah oui, alors il y a des gens qui s'amusent parce que c'est Yves Rocker. Parmi les trucs qui ont été posés, il y a Yves Rocker, c'est ça? Voilà, yvesrocker.fr, ce qui est assez drôle. Mais voilà, donc c'est assez glauque, assez problématique. Je vous invite à ne pas visiter ces sites-là, même pour le fun. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà regardé pour voir s'il n'y avait pas des pubs, etc. En vrai, on sait que ces sites-là, ça peut être aussi des vecteurs de malware. Et normalement, si vous mettez à jour vos navigateurs, vous mettez tout à jour, etc., bon, il n'y a pas trop de risques. Mais en vrai, vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait une faille 0 day un peu pointue qui soit déployée sur ce genre de site. Et bon, ça sert à rien de se mettre en danger pour rien, quoi, pour le fun. Donc voilà, à part si vous êtes vraiment dans une VM que vous avez lancée exprès pour, ça vaut pas forcément le coup de faire ça, quoi. Mais donc voilà, donc oui, il y a des gens, faut pas imaginer que les cybermenaces, comme certains disent, se sont arrêtés magiquement avec les chaleurs. Ça continue d'être fait et c'est assez glauque. Oui, évidemment, vous faites un curl, mais bon, un curl, ça te permet pas trop de savoir effectivement ce qu'il y a, quoi. Alors, c'est une liste facile à intégrer aux listes de blocage Mozilla, par exemple, absolument. Et j'espère que Google, notamment Google Web Service, enfin, il y a une mécanique qui s'appelle. Enfin, il y a un système de Google qui s'appelle. C'est Google Safe Web Browsing, je crois. Voilà, Google Safe Browsing, qui est un système d'avertissement qui est géré par Google et que Mozilla utilise, enfin Firefox utilise via une manière qui est anonymisée, hein, ça renvoie rien à Google. Et typiquement, c'est une mise en commun des sites vraiment safebrowsing.google.com.
En gros, c'est dès que vous voyez cet écran-là rouge vif, c'est en gros qu'il y a potentiellement problème là-dessus. Et c'est pas anecdotique parce que ça peut vraiment permettre à des gens d'éviter de se faire avoir en pensant être sur un site alors que c'est pas le bon, quoi. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous partager ça, ce qui est quand même relativement flippant. Est-ce qu'un jour ça vous est... Désolé, ça fait un peu... ouais, mais je suis curieux de le savoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour de vous faire avoir, pas forcément en allant jusqu'au bout, mais en étant pas loin de vous faire avoir sur une arnaque? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je me dis que ça peut tellement aller vite. C'est-à-dire que j'essaie de pas trop blâmer. Ouais, alors effectivement, Jonathan a raison de le dire. Bon, jusqu'au moment où c'est où tu te où Google peut-être abuse de son pouvoir, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour le moment de Google, quoi. Ah bah tu vois, Imae par exemple, ça t'est arrivé d'être pas loin de te faire avoir. Je sais qu'en vrai, ça peut aller très vite. Surtout si tu t'attends à quelque chose. Ça peut être assez fourbe, notamment si tu t'attends à un colis ou un truc du genre. Ah bah Jonathan qui dit une fois mon père est venu me voir, regarde, j'ai téléchargé un antivirus et en fait bah non quoi. Salut Copain Étoile. Donc voilà, bref, soyez vigilants sur internet, hein, toujours, on a beau le dire et le redire. Il y a des gens qui font des choses pas très chouettes. Broker, ça me fait toujours rire. Alors, qu'est-ce dont je voulais vous parler encore? Ah oui, je vais vous parler d'un truc. Alors je sais que j'aime bien Postgre. C'est l'occasion un peu de parler de Postgre, rapidement. Donc Postgre, vous connaissez Postgre, c'est une base de données assez connue, etc. Et je vais vous parler d'un petit truc rigolo que j'avais trouvé sur Hacker News, mais que je trouvais ça intéressant. Il y a des gens qui ont fait une extension Postgre pour vérifier un schéma JSON. Donc en gros, vous envoyez du JSON dans votre base de données et vous voulez vérifier que votre JSON il correspond à un JSON schéma. Ah, salut, premier message de Champignon. Merci pour ton premier message. Tu t'es fait voler ton compte WoW à l'époque des keyloggers dans des add-ons. Ça compte? Oui, ça compte. Ça compte en vrai, hein, ça compte. Des fois, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Ah bah voilà, Imae qui parlait d'un mail des impôts très bien écrit. Et en fait, au dernier moment, il a vu que c'était un de ses mails poubelles. Voilà, vérifier à qui ça a été renvoyé, etc. Que ce soit cohérent. C'est très important. Donc oui, PG JSON Schema qui permet de vérifier un schéma JSON. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en vrai, fou quoi. Oui, bon, il y a une nouvelle extension et cool. Bon. Ce que je trouve très chouette, c'est que l'extension, littéralement, c'est 10 lignes de code. Bon, un peu plus, mais... Bah en fait non, parce que c'est des tests quoi. Littéralement, l'extension, c'est juste ça. Voilà. L'extension, c'est ces 13 lignes-là. Après, le reste, c'est des tests unitaires. En fait, il y a tout un écosystème qui commence à se créer d'extensions Postgre basées sur un module, enfin une crate Rust qui s'appelle PGX, et qui permet de faire des extensions Postgre extrêmement facilement en Rust. Enfin, relativement facilement. Enfin, littéralement, je vous assure, c'est quand même 13 lignes de code, quoi. Littéralement, tu utilises PG externe, etc., en expliquant ce que ça fait, et paf, tu peux manipuler directement des valeurs Postgre, quoi. Et je trouve ça très très chouette parce que y a plein de choses que j'aimerais qu'ils soient faites directement dans la base de données et qu'on fait aujourd'hui par ailleurs dans les applications qui appellent les bases de données. Et je trouve ça très chouette que ça arrive petit à petit, quoi. Et là, typiquement, bah oui, en fait, ce qu'ils font, c'est très simple. Hein, dans la bibliothèque, ils appellent JSON Schema, qui est attendez, j'agrandis un peu. En fait, je me dis, ah non, ça on verra après, vous allez voir. En gros, comme je vous disais, littéralement, ça définit la fonction qui va être exposée. Ça le fait 2 fois parce que ça le fait pour JSON et JSONB qui sont 2 types différents au sein de Postgre. Et littéralement, ça appelle la fonction de JSON Schema qui est donc une crate qui existe par ailleurs, isValid. Et voilà, fin. C'est vraiment tout bête, quoi. Et je trouve ça trop cool qu'on ait de plus en plus de choses qui sont mises en place. Une pétition pour que les francophones appellent les crates cagettes, s'il vous plaît, j'ai pas pensé, j'adore. C'est un pote qui fait beaucoup, enfin c'est plusieurs potes qui font beaucoup de Rust qui se sont amusés à appeler ça des cagettes et ça me fait toujours rire à chaque fois, donc j'essaie de les utiliser. Et en fait, ça me fait plaisir de voir qu'il y ait plein de choses qui sont faites directement pour ça, quoi. Pour faire potentiellement des extensions dans Postgre. On aura peut-être une sorte d'expansion, d'explosion précambrienne
d'extensions Postgre. Alors le problème c'est que c'est assez chiant d'installer une extension Postgre après, parce que donc, voilà, il faut PGX, il faut faire run, et ça permet d'installer, etc. Donc, voilà, PGX. euh, PGX, est-ce que si je diminue... Voilà, tac. PGX... PGX, voilà, ça prend en charge quasiment tous les types Postgre et ça les transforme en quelque chose qui est utilisable directement depuis Rust, ce qui est assez cool. Et après, vous pouvez facilement faire vos extensions, quoi. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça trop cool que ça existe. Donc voilà, je voulais vous partager un peu l'existence de ça. À la fois de l'exemple de PGJSON Schema, vous pouvez avoir des vrais besoins de vérifier vos JSON comme ça. Et je trouve ça assez cool qu'il y ait des nouvelles manières de faire des extensions Postgre pour qu'il y ait toujours plus de choses dans vos bases de données directement. Voilà, bon, c'était un petit détour. Alors, je vais vous parler maintenant d'un truc beaucoup plus accessible. Comme je dis, hein, j'essaie souvent de mélanger tech, dev, tech, dev, tech, dev. Notamment sur un truc intéressant que j'ai trouvé, et que j'ai trouvé via Lucie Ronfaux, dont je vous recommande régulièrement la newsletter, hein, qui s'appelle Règle 34. Non, Règle 30, je sais plus. Lucie Ronfaux newsletter, c'est Règle 30, justement, c'est pas Règle 34, c'est Règle 30, il n'y a pas de femmes sur Internet. Je vous recommande vraiment sa newsletter qui est trop bien, avec plein d'infos, etc. Moi je la lis à chaque fois qu'elle sort, c'est-à-dire tous les mercredis. Et dans cette dernière newsletter, elle parlait de la Accessibility Week de The Verge. En fait, The Verge, il y a 2 semaines, a fait une Accessibility Week, c'est-à-dire pendant une semaine, ils ont fait plein d'articles liés à l'accessibilité dans le monde de la tech. Je trouve ça trop bien. On n'en parle pas assez des gens qui ont un handicap et qui quand même utilisent au quotidien des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, etc. Malgré des problèmes qui peuvent être des problèmes temporaires comme des problèmes de long terme. Et c'est bien qu'on ait de plus en plus de journalistes et d'entreprises qui s'intéressent à tout ça. Et donc, il y a plusieurs articles très chouettes. Merci, Damon, pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez un Prime qui traîne, hein. Je prends toujours. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à cette occasion-là, ils ont fait pas mal d'articles très intéressants. Donc je vous mets le lien évidemment dans le chat. Si vous êtes en replay, vous avez évidemment tous les liens de tout ce dont je parle qui sont sous la vidéo. Mais pour le coup, un article qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai lu et qui m'a fait grand plaisir et que je m'apprête à vous lire, et qui va être le gros article qu'on va lire là, c'est un truc que je trouve très chouette, c'est l'histoire des lecteurs d'écran. Et c'est passionnant. Là encore, je vais traduire via Translate Google. Hop, Google Translate. L'histoire cachée des lecteurs d'écran. C'est passionnant, vous allez voir, de comment en fait ont été faits les premiers lecteurs d'écran. Par contre, je vais juste en profiter pour changer la musique. Hop, tac, 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 tac. On va remettre le fameux Ripple que j'aime bien écouter dans ces moments-là. Alors, soyez prêts parce qu'on va en parler pendant un petit moment, parce que l'article est un peu long, mais il est très intéressant, vous allez voir, c'est une véritable histoire de comment comment en fait ont été construits les premiers lecteurs d'écran. L'histoire cachée des lecteurs d'écran, donc par Sheon Han. Depuis des décennies, les programmeurs aveugles créent les outils dont leur communauté a besoin. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Une nuit de 1978, Ted Hunter conduisait une voiture de location sur une route sombre de la campagne anglaise. Coureur motocycliste de 27 ans, originaire de Floride, Hunter venait de remporter la 8e place du Grand Prix du Venezuela, la première course des championnats du monde de 1978. Il rêvait de sa prochaine course en Espagne quand il a vu l'autre voiture foncer droit sur lui. Hunter conduisait du côté droit de la route, comme il le faisait chez lui. Instinctivement, il vira à droite, mais l'autre conducteur, fidèle à ses propres instincts britanniques, a fait une embardée à gauche. C'était une collision frontale. Le visage de Hunter a brisé le pare-brise et des éclats de verre lui ont laissé les rétines détachées et 80 points de suture sur le visage, dont 13 sur chaque globe oculaire. Allongé à l'hôpital, il s'est dit « Je vais peut-être rater la course ». Oui. La première opération pour rattacher sa rétine a réussi et Hunter a retrouvé la vue d'un œil. Il pouvait voir la lumière et certaines couleurs. Mais à mesure que le tissu cicatriciel s'est formé, la rétine s'est à nouveau détachée. Salut Gaspard.
Lorsqu'il s'est réveillé après la deuxième opération, Hunter savait que les choses étaient différentes cette fois. Après la première opération, tout avait été brillant, mais la deuxième fois, tout était sombre. J'ai eu une dizaine de minutes de désespoir à l'hôpital quand j'ai ressenti un esprit très apaisant dans la chambre. C'était peut-être un ange, se souvient Hunter. Il m'a plus ou moins dit « Ne t'en fais pas, tout ira bien ». Les aveugles existent depuis des millénaires, se souvient Hunter, s'être dit. S'ils l'ont fait, je peux le faire. Non, alors le problème, c'est qu'en fait, vu qu'il y a un grand H, il est perdu. Ses premiers jours de course étaient terminés. Oui, ses jours de course étaient terminés, genre il n'allait plus jamais faire de course. Mais Hunter n'était pas complètement perdu. Avant le début de sa carrière de motocycliste, Hunter avait obtenu un diplôme en génie mécanique de l'université de Floride. Il avait même quelques brevets. La cécité a rendu difficile le travail d'ingénieur en mécanique. Lorsqu'il a consulté la division des services aux aveugles de Floride, un conseiller lui a dit que la programmation informatique devenait une carrière populaire pour les personnes aveugles. Hunter est retourné à l'école pour un diplôme en informatique. Il a appris à programmer en tapant du code sur le terminal et en demandant à un volontaire de lui lire l'écran. Imaginez, tu tapes et t'as quelqu'un qui te lit ce qu'il y a à l'écran. Un lycéen local qui lui a lu des livres de programmation, qu'il a enregistrés et écoutés sur cassette. C'était assez lent et fastidieux, mais j'ai appris à programmer des ordinateurs, explique Hunter. Ce n'est qu'à son premier emploi que Hunter a obtenu ce qu'il appelle un ordinateur parlant. Ce lecteur d'écran ancestral, créé par Dean Blasey, ne pouvait lire qu'un seul caractère à la fois. Par exemple, le mot print n'était pas prononcé comme une syllabe, mais comme P-R-I-N-T. Audible avant l'heure, voilà. Néanmoins, cela a changé la donne. Hunter pouvait effectuer son travail sans aucune aide. Lorsque la version suivante, capable de lire un mot à la fois, est sortie, Hunter a régulièrement appelé l'entreprise pour obtenir une assistance technique et est devenu l'utilisateur le plus connu. Blasey, le chef de l'entreprise, qui restera dans l'histoire comme l'un des rares pionniers voyants de l'histoire des technologies d'assistance, lui a rapidement proposé un emploi. Des années plus tard, Hunter se souvient avec chaleur de Maryland Computer Services, se souvenant d'un environnement accueillant et des collègues qui le respectaient. Hunter était à la fois un ingénieur et un défenseur du produit. Il a été envoyé en voyage à Chicago pour former un client de haut niveau, un homme d'affaires nommé Bill Joyce, à l'utilisation d'un lecteur d'écran. Une explosion dans un accident industriel avait rendu Joyce aveugle et partiellement sourd. Les deux hommes sont devenus des amis proches, liés par leur amour du ski nautique. Bien que Hunter ait raté la chance de devenir champion de moto, il remporta la médaille d'or en tant que meilleur skieur du classement général des championnats du monde de ski nautique pour handicapés de 1991 et 6 championnats nationaux. P-R-I-N-T, son nom c'est Print. Oui, effectivement. Lors de la formation de Joyce, Hunter lançait des idées sur les fonctionnalités qu'il aimerait ajouter au lecteur d'écran. Finalement, Joyce a proposé qu'ils créent une entreprise ensemble. En 1987, ils ont fondé Enter Joyce et ont rapidement publié la première version de leur lecteur d'écran pour DOS. Ils l'ont appelé JAWS, ce qui signifie Job Access with Speech, mais c'est aussi une référence ludique à un autre lecteur d'écran DOS appelé Flipper, comme le dauphin dans une émission de télé éponyme des années 60. Donc JAWS, évidemment, c'est les dents de la mer en anglais. Dents de la mer, Flipper, vous avez compris le truc. JAWS n'était pas le seul lecteur d'écran sur le marché, mais il avait des fonctionnalités originales comme le double curseur, un curseur d'application pour naviguer dans les éléments de la page, et un autre qui pouvait se déplacer librement, comme nos yeux se déplacent sur l'écran. Il avait également une prise en charge intégrée du braille et un langage de script permettant aux utilisateurs de personnaliser leur flux de travail. À ce moment-là, l'industrie informatique avait subi un changement radical. Tout le monde se dirigeait vers des systèmes d'exploitation graphiques comme Windows. Oui, puisqu'on parlait de DOS jusqu'à maintenant. Hunter a commencé à recevoir des appels inquiets de ses utilisateurs. Quand la version Windows sort-elle ? Je vais perdre mon emploi si je ne peux pas utiliser Windows. Le saut du texte au graphique a présenté un défi diabolique. Le modèle de données derrière le concept de lecteur d'écran a dû être complètement repensé. Néanmoins, à l'hiver 1995, Enter Joyce a publié JAWS pour Windows des mois avant ses concurrents. JAWS était si bon que Microsoft a racheté le code et l'a construit pour créer sa propre version native. Le projet de Microsoft n'est finalement jamais allé nulle part, mais JAWS allait maintenant détenir la majorité des parts de marché. Si vous êtes voyant, il y a de fortes chances que vous avez régulièrement
pensez à la façon dont un ingénieur logiciel programme en étant aveugle. Moi, ça me fait extrêmement flipper personnellement. Vous n'avez peut-être même pas beaucoup réfléchi à la façon dont les personnes aveugles utilisent des ordinateurs. Si vous êtes un utilisateur Mac, vous avez peut-être déjà considéré VoiceOver, le lecteur d'écran natif de macOS, comme étant une gêne qui apparaît lorsque vous appuyez par inadvertance sur une certaine combinaison de touches, pour ensuite l'éteindre rapidement. Un lecteur d'écran permet à son utilisateur de naviguer sur un ordinateur par audio. C'est une interface principale pour les utilisateurs visuels d'un ordinateur. Pour les éléments visuels d'un ordinateur. En d'autres termes, les lecteurs d'écran sont aux utilisateurs aveugles ou malvoyants, ce que les moniteurs sont aux utilisateurs voyants. Le marché des lecteurs d'écran n'est pas une niche. En 2020, le nombre estimé de personnes aveugles dans le monde était de 49,1 millions, c'est beaucoup, ce qui est comparable à la population de l'Espagne ou de la Corée du Sud. 255 millions de personnes supplémentaires ont une déficience visuelle modérée à sévère. Ces millions de personnes peuvent utiliser des outils d'agrandissement, une prise en charge du braille ou des lecteurs d'écran. Et bien qu'il soit difficile d'obtenir des bonnes statistiques sur les programmeurs aveugles, selon une récente enquête de Stack Overflow auprès des développeurs, 1142 personnes, soit environ 1,7% des total des participants, ont répondu « Je suis aveugle » ou « J'ai du mal à voir ». Près de 3 décennies se sont écoulées depuis la sortie de JAWS pour Windows, au cours desquelles probablement des dizaines de milliers de programmeurs aveugles et malvoyants sont entrés dans le développement de logiciels. Tout comme à l'époque de Hunter, c'est un domaine relativement inclusif pour les personnes aveugles, car les obstacles à l'accessibilité sont plus faibles que dans de nombreux emplois pratiques. De nos jours, c'est en grande partie grâce à JAWS, un logiciel mis au point par un programmeur aveugle. Très peu de logiciels survivent aussi longtemps. JAWS remonte à la même génération de logiciels qu'Internet Explorer 1.0, qui a officiellement pris sa retraite le mois dernier après 27 ans. Le fait que JAWS ait conservé sa part d'utilisation en fait une rareté encore plus grande. Le navigateur Mosaic, annoncé en 1994 comme l'interface standard du monde, n'a duré que 2 ans au sommet avant que Netscape ne prenne le contrôle du marché. 3 ans plus tard, la majorité des utilisateurs utilisaient Internet Explorer, qui a été éclipsé par Chrome en seulement 12 ans. Chrome a régné en maître pendant environ une décennie. JAWS est la référence en matière de lecteur d'écran depuis près de 3 fois plus longtemps. Pour revenir à l'analogie du moniteur, un tout nouveau moniteur haut de gamme et un modèle plus ancien à résolution inférieure font tous plus ou moins le même travail. Oui, c'est pas incohérent, genre votre vieux moniteur et votre super moniteur, bon, ils affichent plus de trucs, mais voilà. L'affichage haute résolution est meilleur, mais un affichage à faible résolution reste un affichage. Cependant, un mauvais lecteur d'écran n'est pas aussi mauvais qu'un écran obsolète. Imaginez un moniteur avec des îlots de pixels morts, incapable d'afficher certains objets à l'écran, de restituer de manière correcte ou même d'inverser carrément les couleurs, ou d'afficher les éléments à plusieurs pixels de l'endroit où ils devraient être. En d'autres termes, les mauvais lecteurs d'écran ne sont pas simplement médiocres, ils mentent. Il y a une bonne raison pour laquelle JAWS est resté si populaire, même avec son prix élevé. Merci GPTalk pour ton follow. Cela dit, le prix de JAWS n'est pas un petit obstacle. Une licence domestique coûte actuellement 1000 $, 1285 $ pour une licence professionnelle. Et les futures mises à jour coûteront plus cher. Les licences annuelles, qui coûtent 95 $, 90 $ pour les étudiants, ne sont disponibles qu'aux États-Unis. 85% des personnes ayant une perte de vision viennent de pays à revenus faibles ou intermédiaires. Pendant longtemps, un bon lecteur d'écran fiable n'était tout simplement pas une option pour la majorité des personnes aveugles ou malvoyantes dans le monde. Et là, vous allez voir, c'est assez chouette. Ce n'est qu'en 2019 qu'une alternative open source, Non-Visual Desktop Access, NVDA, a finalement dépassé JAWS en popularité. JAWS a repris sa part de marché dominante en 2020, mais à peine. Donc c'est un peu le Firefox du lecteur d'écran, quoi. Cette révolution de l'accessibilité a commencé dans un endroit improbable, un camp de musique pour enfants, dans la petite ville australienne de Mittagong. Oui, ça sonne comme Nvidia, je suis d'accord, au début je pensais que c'était lié à Nvidia, mais pas du tout. En 1994, Michael Curran, 10 ans, a rencontré Jamie Tay, 9 ans, lors d'un camp de musique d'une semaine, d'un camp de musique d'une semaine pour les jeunes étudiants en braille en Australie. Chaque garçon a vu quelque chose de lui-même dans l'autre. Enfin, ces 2 garçons ont vu quelque chose de lui-même dans l'autre, et se sont rapidement liés par leur intérêt mutuel pour les ordinateurs. Tay s'intéressait à la programmation depuis qu'il avait eu son premier ordinateur, un Commodore 64.
Parce que le Commodore 64 n'avait pas de lecteur d'écran, Tay, comme Hunter, avait demandé à d'autres personnes de lire l'écran pour lui. Lorsqu'un Tay de 7 ans a finalement obtenu un Apple II, qui avait un lecteur d'écran, il pouvait enfin accéder à tout sur l'ordinateur par lui-même. Mais mon père aurait dû me lire des livres de programmation parce que les livres électroniques n'étaient pas quelque chose à l'époque. Bah oui, c'est logique, il devait lire des bons vieux bouquins, quoi. Alors mon pauvre père venait dans ma chambre et lisait ses livres, qui étaient pour lui la chose la plus ennuyeuse du monde. Mais j'ai juste adoré ça. C'est quand même fou, tu vois, la dévotion que peuvent avoir des parents pour leurs gamins. Là, littéralement, le mec a lu des livres de programmation, c'est fou. Moi, je trouve ça incroyable. Quelques années plus tard, Curran et Tay ont commencé à créer de la musique et des logiciels ensemble. Leurs intérêts se mélangeaient souvent. L'un de leurs projets a ajouté l'accessibilité aux logiciels d'ingénierie audio, permettant aux personnes aveugles de faire de la production musicale et de l'ingénierie du son. Ils sont incroyables. Ils passaient souvent des nuits chez l'autre, absorbés par les conversations philosophiques nocturnes. La même question est revenue à de maintes reprises. Pourquoi il n'y a pas de lecteur d'écran gratuit pour les personnes aveugles? Pourquoi cela coûtait des milliers de dollars? En 2006, Curran a pris une pause de l'université. Avec du temps libre, il a commencé à mettre ses idées en pratique en bidouillant ensemble le prototype de ce qui allait devenir NVDA. Il y a beaucoup de gens, même dans la communauté des aveugles, bien plus qualifiés que moi à l'époque. En fait, il y avait des gens qui parlaient de créer un lecteur d'écran gratuit, explique Curran. La seule différence entre eux et moi, c'est que j'ai écrit la première ligne de code. Mais il l'a fait. Tay avait un emploi à temps plein, mais il l'a rejoint quelques mois plus tard. Je ne savais pas à quel point ça allait être sérieux, mais c'était amusant et intéressant, dit Curran. Parce que nous croyons tous les deux très fermement au concept d'open source, nous avons rendu NVDA complètement open source. Un an plus tard, Mozilla a approché le duo et a financé Curran pour participer à la CSUN, Assistive Technology Conference, la plus grande conférence du genre organisée par le Center on Disability de la California State University Northridge. Là, Curran a rencontré des passionnés partageant les mêmes idées du monde entier. C'est alors qu'ils ont réalisé que NVDA avait atteint sa vitesse de fuite, avait explosé, on va dire. Ce n'était plus leur projet favori. Peu de temps après, Curran et Tay ont fondé NV Access, une organisation à but non lucratif dotée d'une structure de gouvernance pour mener le projet à long terme. Dans ces premières années, les utilisateurs considéraient NVDA comme suffisamment bon pour un usage domestique, mais inadapté aux tâches professionnelles. Le fait qu'il soit gratuit donnait aux gens l'impression que sa qualité n'était pas à la hauteur des lecteurs d'écran commerciaux. Mais cela a commencé à changer au fur et à mesure que le projet grandissait. Le nombre de contributeurs a explosé et NVDA s'est étendu à plus de 60 langues. Les équipes d'accessibilité de Google, Microsoft et Mozilla voulaient travailler ensemble pour que NVDA s'intègre bien à leur plateforme et navigateur. Selon l'enquête semestrielle auprès des utilisateurs de lecteurs d'écran menée par WebAIM, une organisation basée dans l'Utah et qui fournit des solutions d'accessibilité web, JAWS était le lecteur d'écran principal le plus populaire depuis le début de l'année en 2009. Mais depuis 2019, NVDA rivalise avec JAWS en popularité. La communauté NVDA est enthousiaste, voire passionnée par le logiciel. Les discussions comparant un lecteur d'écran à un autre, tout comme les débats iPhone contre Android ou Chrome contre Firefox, peuvent devenir religieuses. Je me rends compte que j'ouvre une boîte de Pandore, a écrit un utilisateur à la liste de diffusion de la communauté NVDA, demandant comment se comparer 3 lecteurs d'écran différents. Certains membres de la communauté sont jeunes. Curran se souvient des enfants qui se sont intéressés à NVDA lorsqu'ils avaient comme 13 ans ou commençaient tout juste le lycée. Certains de ces jeunes utilisateurs poursuivront des études en informatique, devenant eux-mêmes développeurs. 3 générations de programmeurs aveugles ont écrit des logiciels les uns pour les autres depuis que Enter a lancé JAWS dans les années 80. Jukka-Tuukka Ojala, un développeur de logiciels aveugles basé en Finlande, est l'un de ces enfants dont parle Curran. Ojala a toujours été curieux au sujet de la technologie et des ordinateurs, mais le premier ordinateur qu'il a utilisé à l'école n'avait pas de lecteur d'écran installé. Lorsque d'autres enfants apprenaient l'écriture manuscrite, je passais le même temps à apprendre la dactylographie, explique Ojala. C'était plus ou moins une machine à écrire sophistiquée. Les choses ont changé lorsqu'il a eu son propre ordinateur pour la première fois, une machine fournie avec la version démonstration de JAWS. Il fonctionnait pendant environ 40 ou 45 minutes à la fois et je devais redémarrer l'ordinateur, explique Ojala. Il ne pouvait pas se permettre la licence sans installer du prix des futures mises à jour. Pourtant, en moins d'un an, en exécutant la démo de JAWS dans ses courts incréments de 45 minutes, il avait appris à programmer.
En 2011, Ojala a fait un pari avec un ami sur combien de temps il pourrait rester avec NVDA, qui en était encore à ses débuts. À l'époque, la principale raison d'utiliser NVDA n'était pas parce qu'il était meilleur que JAWS de manière significative, me dit Ojala. Ce pari devait durer un mois. Plus d'une décennie plus tard, Ojala utilise toujours NVDA, même si le prix n'est plus un problème. Les fonctionnalités de NVDA A ou choisi de développer sont plus adaptées à ce dont j'ai besoin, déclare Ojala. Les mises à jour sont rapides, les modules complémentaires tels que la reconnaissance optique de caractère, OCR, sont nombreux. J'ai utilisé NVDA la plupart du temps, j'ai utilisé des ordinateurs. Oui, enfin, il a utilisé NVDA le plus... Enfin, parmi la majorité du temps qu'il a utilisé des ordinateurs, c'est ça, plus de 50%. Dans son entreprise, Ojala travaille principalement sur le système back-end. Je me décris souvent comme quelqu'un qui s'intéresse au back-end, mais qui se soucie toujours de l'ensemble du logiciel, donc je fais aussi des tests d'utilisabilité, explique Ojala. J'aime comprendre comment les utilisateurs finaux l'utilisent, même si je ne travaille pas autant avec le front-end. Mais seule une poignée d'outils logiciels offre à Ojala une expérience sans friction. Pour la plupart des entreprises, l'accessibilité n'est pas une priorité, ou pire, quelque chose qu'elles font pour la forme, tout en laissant le strict minimum pour se conformer à la réglementation. La bête noire d'Ojala, ce sont les gens qui pensent que l'accessibilité est une fonctionnalité, un ajout agréable à votre produit. Lorsqu'ils abordent l'accessibilité plus tard, sans y penser dès le début, Ojala peut le dire, cela semble aléatoire. Imaginez d'abord créer un produit avec une interface utilisateur incolore, puis ajouter les couleurs plus tard, après coup, uniquement pour utiliser la mauvaise combinaison de couleurs. Eh oui. Les problèmes d'accessibilité, technologiques ou non, sont massivement évolutifs. Prenons par exemple la taille identique des billets de dollars américains pour chaque dénomination. Avant les smartphones, les Américains aveugles auraient dû transporter un appareil séparé et coûteux juste pour identifier les billets, c'est pas facture, c'est billets ici, ou faire confiance à chaque caissier qu'ils rencontraient. Beaucoup d'autres devises utilisent des billets de taille différente pour cette raison. Et oui, les euros n'ont pas tous la même taille, justement pour permettre notamment aux aveugles de les comparer rapidement. Lorsque les systèmes n'intègrent pas l'accessibilité, le fardeau passe aux personnes handicapées pour qu'elles se rattrapent elles-mêmes, souvent en achetant des technologies coûteuses. Les solutions de fortune ne sont nécessaires qu'en raison de l'insouciance des personnes qui ont conçu le système. En tant que des programmeurs voyants, j'étais inconscient du monde des lecteurs d'écran jusqu'à ce que je tombe sur un article intitulé « Je suis un utilisateur... » Non, ça c'est horrible cet article. « Je suis un ingénieur logiciel qui devient aveugle, comment dois-je me préparer ?» Ça m'emplit de frayeur, ce genre de truc. Un soir récent, j'ai essayé de naviguer sur mon site web personnel, les yeux fermés, avec un lecteur d'écran natif VoiceOver de macOS. J'ai vite été mortifié d'apprendre que sous l'interface ostensiblement propre se trouvait une structure HTML chimérique. Alors que j'apportais des modifications ad hoc de mon site web, principalement écrit dans un langage appelé Go, au fil des ans, j'avais simplement mutilé la hiérarchie HTML qu'elle était devenue inaccessible, même pour moi-même. L'histoire des lecteurs d'écran est autant une réalisation transcendantante pour les programmeurs aveugles qui ont... Oui, pardon. L'histoire des lecteurs d'écran est autant une réalisation transcendante pour les programmeurs aveugles qui ont été les pionniers du domaine qu'un reproche aux programmeurs voyants sans la négligence desquels les lecteurs d'écran non natifs n'existeraient peut-être pas. En tant qu'aveugle, je veux aller au magasin d'informatique local, acheter un utilisateur et l'utiliser. Je ne devrais pas avoir à acheter ou même à télécharger un autre lecteur d'écran, déclare Curran. Les programmeurs aveugles ne devraient pas être ceux qui écrivent des outils pour les aveugles. Mais néanmoins, ils ont fait exactement ça. Ils ont construit, parfois les uns sur les autres, parfois de manière chaotique et en parallèle, des logiciels qui changent la vie au sens littéral. Et leur héritage perdure, non seulement dans les systèmes d'exploitation qui ont utilisé leurs produits, mais dans les programmeurs qui les ont suivis. Hunter s'est appuyé sur des bénévoles pour lire des écrans à haute voix pour lui. Le père de Tay lui lisait des livres de programmation lorsqu'il était enfant. Pour Ojala, les lecteurs d'écran font partie de sa vie de programmeur depuis ses débuts. Il a fallu beaucoup de temps à Ojala pour comprendre pourquoi les personnes voyantes demandaient sans cesse « Comment pouvez-vous coder ?» Cela semblait être un gros problème pour eux, mais ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi. « Ma façon de travailler est la seule que je connaisse, déclare Ojala. Je ne connais pas d'autres façons de coder. » Voilà. Incroyable cet article, non ? Alors Jonathan disait, mais c'est une histoire prête à être convertie en film hollywoodien. Je suis assez d'accord, en tout cas en documentaire assez chouette, parce qu'en vrai l'histoire est incroyable quoi, elle est passionnante. Et j'aime beaucoup l'article comme il a été fait, parce que c'est vraiment 3 générations d'utilisateurs aveugles quoi. C'est passionnant quoi. Voilà. Donc je voulais impérativement vous partager cet article, que je trouve trop chouette.
Quand même, il était un peu long, mais bon, ça va, une petite demi-heure, même pas 20 minutes. Très 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 cool. L'histoire cachée des lecteurs d'écran. Très 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 cool. Euh, Ah bah super, j'espère que c'était intéressant même au milieu. Donc n'hésitez pas à aller le lire, je vous mets le lien de l'article original dans le chat et comme toujours, vous avez toujours les liens en dessous de la vidéo du replay si vous me regardez en replay. Et sur lundi.dev, c'est le moment lundi.dev. N'oubliez pas que sur lundi.dev, vous avez accès au replay de tous les précédents épisodes avec tout ce dont on a parlé. Et en plus, les vidéos sont chapitrées pour passer s'il y a des trucs qui vous intéressent pas. Alors, c'est un petit moment où j'aime bien le rappeler. Donc voilà. Jonathan nous dit bon conseil, si vous avez une idée, allez-y, réalisez-la même si le résultat est moyen bof, parce que c'est cool de faire des trucs, surtout si personne l'a fait avant. Bah oui, oui, oui. On rappelle que Jonathan, ici présent, est notamment la personne qui a fait Sutom. Ouais, il l'a fait, il est allé jusqu'au bout, et c'est devenu un énorme succès quand même en peu de temps. Mais au moins, c'est parce qu'il est allé jusqu'au bout, il a pas juste fait son truc dans son coin, il l'a publié, et finalement, c'est assez chouette. Jonathan nous dit également, en tant que dev, j'ai l'impression que le voice-over de Mac, c'est pas ouf. Quand je vois passer les tweets qui disent attention avec vos polices à la con dans vos tweets, c'est mal lu, et que la lecture dans aucun monde, ça fait un truc sympa. Ouais, 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 c'est assez compliqué, ouais. Bah là-dessus, je suis un peu déçu. Bah, peut-être que ça s'est amélioré, mais que les lecteurs d'écran s'adaptent pas aussi à la manière dont on écrit. Enfin, c'est important que les voyants s'adaptent aussi à ça, mais je sais pas, l'ASCII art, c'est un truc. Enfin, c'est bizarre que l'ASCII art soit pas détecté au moins pour dire c'est un ASCII art avec tel truc. Un truc intéressant qui aurait dû être fait, quoi. Non, c'est pas Jonathan qui a fait 2048, mais, mais il a fait Sutom, et bien joué à lui. Pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre dans ma besace? Ah oui, non, j'ai plus grand chose. D'ailleurs, on va sans doute pas tarder à s'arrêter, parce que l'idée c'est de pas continuer pour rien, mais je voulais vous partager un truc très drôle. C'est vraiment un wink-wink pour vous dire que voilà. Donc, vous le savez, euh, vous le savez, excuse-moi, je regardais ce que disait Jonathan. Vous le savez, je passe beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, je pourrais passer encore plus de temps, mais à vous trouver des trucs intéressants à vous dire le lundi matin. Et ce qui est drôle, c'est que de temps en temps, bah, je tombe sur des articles pétés. Et notamment, j'aime bien aller de temps en temps sur ZDNet. Je vous avais déjà raconté le coup de ZDNet où c'était improbable. Voilà. ZDNet, c'est un site internet qui, on va dire, d'actualité, mais actualité pensée pour les décideurs. Vous voyez, les décideurs, les directeurs techniques, etc. Non, pas les gens qui codent, pas les gens qui forcément architecturent grand-chose, juste des décideurs, quoi. Vous entendez, je pense, dans ma voix suffisamment un décideur, à quel point je le vois de manière assez négative, mais bon, voilà, vraiment. Et j'ai été absolument, absolument PTDR, éclaté de rire par juste le titre de cet article. Je veux juste vous partager le titre. Les cas d'usage originaux de la solution NoSLQ Couchbase. Le fameux NoSLQ. Alors, comment vous dire le NoSLQ peut-être le NoSQL, non? Voilà, le NoSLQ de Couchbase, qui est utilisé chez Système.U, Pulse Santé, LinkedIn. Vraiment, l'article se lit entièrement comme du public communiqué. Alors, c'en est pas, hein, techniquement, donc je ne dis pas que c'en est un, mais franchement, tu le lis, ça ressemble vraiment à un public communiqué mal traduit de Couchbase. Enfin, pas mal traduit parce que ça parle de trucs locaux, mais c'est très bizarre. Mais alors, le NoSLQ, incroyable, magnifique. Je vous mets le lien évidemment. Et ce que je trouve magnifique, c'est que cet article est là depuis le 20 juillet. C'est-à-dire depuis mercredi dernier. C'est-à-dire qu'on a eu 5 jours depuis et que c'est littéralement en une et que ça bouge pas. Quand je dis que c'est en une, c'est littéralement c'est là quoi. Et avec l'erreur qui est là quoi. On va sur la page d'accueil et c'est là quoi. Les fameuses solutions NoSLQ. C'est impossible. Alors, il y a Five Story Paper qui dit on dirait un quart des recruteurs qui me piquent sur LinkedIn. Bah, c'est un peu la cible. Hein. C'est la cible des gens qui passent leur temps sur LinkedIn et qui font pas grand chose dans leur entreprise. C'est ça, un ZDNet. Hein. C'est les décideurs, comme on dit. C'est un enfer. Et donc voilà, c'est. Est-ce que c'est pas justement un bait? Non. Non, non, là, je sais que des fois on se dit ah non, là, clairement pas. Hein. Clairement pas. C'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule. Donc voilà, pour vous dire que je prends un peu de temps souvent avant pour vous trouver des trucs de bonne qualité, mais
Mais il y a vraiment tout et n'importe quoi dedans, quoi. Ça te va les décides. Il y en a qui ont les bonnes refs. Les amis, il reste 30 minutes. Euh, 30 minutes. Et pour être très transparent, j'ai plus rien à vous lire. Parce que je vous ai dit, j'en ai un peu chié pour vous trouver des trucs intéressants à vous lire. Parce qu'on est en été et que c'est plus compliqué, il y a un peu moins d'activité, puis des fois il y a des semaines avec moins de choses. Alors que pourtant j'avais 2 semaines, hein, mais dans les 2 semaines il n'y avait pas grand chose de très intéressant, de très cool. Donc du code, peut-être du code, ouais. En fait j'ai envie de m'amuser avec Bévi. Parce que je vous ai beaucoup parlé de Bévi, et est-ce qu'on s'amuserait pas à faire un peu de Bévi? Ah attends, Imae dit un truc intéressant, d'après Lighthouse il y a des petits trucs à faire pour rendre lundi.dev plus accessible. Eh ben vous allez voir, on va regarder ensemble qu'est-ce qui va pas dans lundi.dev. Prendre 3 minutes. Alors, lundi.dev. Euh, lundi.dev, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur lundi.dev, on va regarder. Alors, Lighthouse. Oui, mais en fait, je crois qu'on peut avoir Lighthouse, disons, sur via web.dev, je crois. Measure. Touc. Run audit. Et il me semble qu'on peut avoir directement via web.dev. N'hésitez pas à utiliser web.dev. Alors, c'est un truc qui est fait par Google, mais c'est pas pour autant que c'est nul, hein. Qui fait tourner différents éléments. C'est un peu une version non intégrée de Lighthouse. Alors regardez. Ouh là là, en termes de performance, c'est pas foufou. En termes d'accessibilité, c'est pas foufou. Et en termes de SEO, c'est pas foufou. Bon, elle est pas foufou, hein. Lighthouse qui est aussi fait par Google, c'est bien de le dire. Lighthouse, c'est un module que vous pouvez rajouter dans Chrome qui vous permet d'exécuter des audits sur votre page, donc il vérifie des trucs. Et c'est pratique parce que du coup ça exécute en local, là où ça c'est exécuté pas en local. Donc c'est bien aussi de le faire sur vos sites en développement, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a fait de mal? Intéressant de regarder qu'est-ce qu'on a fait de mal. Alors, on prend 2,8 secondes à s'afficher, donc c'est beaucoup quand même. Alors ce qui est fou, c'est que c'est vraiment littéralement... Enfin, il n'y a pas de JS, hein. Donc c'est fou. Alors on bloque 0, mais on a pris 2 secondes. Alors qu'est-ce qui prend que ça prend 2 secondes? Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nos images sont trop grandes. Ah, il n'est pas content parce que je mets pas sur les images, sur lundi.dev, ces images-là, je mets pas explicitement la taille. Effectivement, ça les stresse beaucoup, ça. Que je dis, Amicia, il y a eu un bon talk de présentation de Bévi au dernier Devox, si jamais elle est intéressée. Ah, intéressant. Intéressant, je vais regarder ça. Adamas. C'est impossible, Stan, on peut pas faire de site internet sans JS. Pourtant, le seul JS qu'il y a, pour l'anecdote, c'est pour que ce bouton devienne regarder en direct sur Twitch le lundi matin de 10h à midi. Et c'est juste ça qui est fait en JS, c'est tout. Donc voilà, donc là il est pas content parce qu'on n'a pas mis les tailles sur les images. Bon, ça on pourra le rajouter. Et sinon, il n'y a pas de viewport. Ok, bon ça je peux le rajouter facilement. Ah, il n'y a pas le cache. Ah mais je suis débilos. Je pourrais facilement rajouter du cache, effectivement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle change. Ok. Et en 3G, ça prend du temps, mais c'est parce que les images sont grosses. Très bien. Donc, bon à savoir. Bon à savoir. Bah en vrai, on peut prendre 3 minutes pour le faire ensemble, hein. C'est facile. C'est assez facile. On va ouvrir VS Code. Et on va ouvrir lundi dev. Paf. Vous voyez, ça c'est le code de lundi.dev. Et alors là, il n'y a pas de surprise puisque c'est littéralement le code que vous pouvez avoir si vous faites CTRL-U sur la page, hein. Enfin, afficher les sources. Puisque c'est littéralement du HTML, hein. Vous voyez ici index.html, il n'y a rien de... Il y a vraiment rien de généré côté serveur, je le mets à jour à la main à chaque fois, quoi. Je regardais surtout la partie accessibilité qui était gérée des discussions. Oui, c'est vrai. Alors, ceci dit, t'as raison. Sur l'accessibilité, qu'est-ce qu'il nous dit? Background et foreground color does not have a sufficient contrast ratio. Ah bon? Ah bon? D'accord. Et on dit pas. Ça, c'est que c'est facile à faire. On ne met pas la langue. Alors qu'en vrai, c'est assez facile de rajouter ça, quoi. Parce que j'ai écrit lagne au lieu de langue, mais je me déteste. Vous voyez? Typo qui pose problème. Voilà. Donc ça se corrige très facilement, quoi. Donc on va pouvoir booster notre truc très facilement. Oui, regardez, j'ai écrit lagne comme un débile. Attendez, j'augmente un peu. Lagne. Langue. Attendez, je vais juste aussi en profiter pour, hop, mettre un AirSync automatique. Un petit instant.
Git lundi.dev rsync. Normalement c'est bon. Et donc hop. Hop. Pardon. Donc, vous voyez, là maintenant, on est bon. Et donc c'était quoi? Et alors oui, alors comment ça, ils n'ont pas suffisamment de contraste ratio? C'est pas une évidence, non? Pour regarder en direct. Ah, c'est le bouton. Le bouton, il n'y a pas assez de... Ouais. Alors c'est vrai qu'il est, le bouton est difficile à lire. Non, c'est pas entre le fond global, c'est vraiment sur le bouton en question. Détection automatique des contrastes. Non, mais en vrai, c'est vrai que le contraste, il est pas parfait, là. On peut sans doute l'améliorer. On peut l'améliorer. Si c'est juste une histoire de le foncer un peu, bon, le fonce un peu, c'est pas dramatique, hein. Alors effectivement, je pourrais utiliser des outils de... Alors je sais pas s'il y a ça dans... Est-ce qu'il y a des mécaniques d'accessibilité? Voilà. Accessibilité. Recherche de problèmes pour contraste. Ouais, regardez, il me le dit directement. Ça c'est pratique, hein. Vous pouvez utiliser les outils de Firefox pour ça. C'est très très bien ça. Donc, il me dit attention, c'est pas assez. Donc là, si je mets à jour avec les modifs que j'ai faites, est-ce qu'il me dit que c'est bon? Il me dit que c'est bon et il me dit que il n'y a plus de problème de contraste. Voilà, bon, c'était juste le rendre marron foncé, bon, ça va quoi. Normalement, c'est bon. Problème de clavier, pas de problème de clavier. Et il manque des étiquettes de texte, mais ça c'est volontaire parce que ça veut rien dire quoi. En fait, les alt vides peuvent être utiles si vous avez rien à dire. Et là, typiquement, le alt ici sert à rien. Donc voilà. Donc là, on a fait ça. On va... Ah oui, et l'autre truc qu'on voulait faire, c'était rajouter la taille de ces trucs-là. Parce que la taille ne bouge pas en vrai, donc on les connaît. Donc c'est 180 par 101.25. Ouais, bon ok. Donc c'est quoi 180 par 101. Ça va pas être 101.25, ça va être 101. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Donc ici, hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper toutes les IMG. Hop. J'utilise pomme D, donc c'est ce CTRL D, je pense, sous Windows, pour tous les sélectionner d'un coup. Je me mets à la fin de la ligne. Donc à chaque fois, quand je fais ça, ça le modifie, enfin ça fait cette opération-là partout, hein. Et donc je mets une width de 180 et une height de, je sais déjà plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. 101 px, tout à fait. 101. Non, je ne veux pas être 101,85, mais juste 101. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est que vu j'utilise Prettier, donc ça me grossit le truc, mais c'est pas très grave. Ça me grossit le truc. Ça me grossit la balise, mais c'est pas très grave. Ça la prend plus de place. Donc là, si on rafraîchit, hop, normalement, on voit pas de modif. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que si on est dans un truc lent, si je me mets là, si on se met sur... prendre un iPhone, voilà, un iPhone comme ça... hop, et qu'on limite la bande passante à de la 2G, et qu'on rafraîchit, bah, au moins ça se charge plus vite. Alors, ça charge pas le CSS par contre. Voilà, ça charge le CSS à la fin, mais ça le charge quoi. Je sais pas pourquoi ça charge le CSS à la fin, c'est bizarre, mais... C'est étonnant hein, qu'il charge le CSS à la fin, je me serais attendu à ce qu'il le charge plus vite, mais ok. Évidemment, si on le prend en 4G, c'est immédiat, hein. Voilà. Alors, on a aussi des histoires de static assets avec... voilà. Tu peux mettre le thumbnail, non? Non, parce que si c'est pas que l'image source est trop grande, c'est beaucoup pour une thumbnail. Je suis d'accord, effectivement, j'aurais pu sans doute diminuer. C'est parce qu'en fait, j'utilise par ailleurs dans d'autres trucs. Mais oui, je pourrais les régénérer pour les rendre plus petites. Jonathan me dit... Non, Imae me dit, est-ce que je peux le mettre dans le point thumbnail? Non, parce qu'en fait, si je veux que ça fasse la bonne taille, il faut que je le mette directement dans le HTML pour que même si le CSS n'est pas chargé,
ça le met directement dans une bonne taille. Donc en fait, c'est recommandé de le mettre directement dans le HTML. Explicitement, le width et le height pour les images. C'est un truc très spécifique, c'est pas en général. Mais le truc principal, c'est que mes images sont bien trop grandes, effectivement. Mais bon, ça, j'ai un peu la flemme de changer pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut réessayer tout ça, maintenant qu'on a fait ces modifs? On va réessayer de run l'audit, à nouveau. Ah, c'est pas tant une histoire de plus rapide, mon cher The New, c'est le fait que ça soit immédiat, c'est-à-dire que ce soit vraiment embed avec le contenu qu'on est censé afficher. Voilà, alors on est déjà beaucoup mieux. Alors on est toujours vénère sur le SEO, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Sur la performance, bah, il reste principalement ces histoires d'images, j'ai l'impression, mais... Ah oui, alors le fameux new no meta name machin là. Donc en fait, il faut que je fasse ça, oui, c'est ça, genre en mode. Ouais, parce qu'en fait, je m'en fous pour mobile. C'est pas un truc important pour moi qu'il y ait des modifications spécifiques pour le mobile, donc je peux juste faire ça et normalement on est bon. Voilà. Et tac. Et c'est pour éviter que ça ait besoin de zoom, etc. 100% accessible, oui, t'as vu? On est 100% accessible. Donc attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, donc serve tactique et first, oui, mais ça c'est long, mais je sais pas pourquoi, donc voilà. Tac. Et dans les SEO, on a aussi le métier Wooper à nouveau à remettre. Le document n'utilise pas... Hein? Ah oui, mais c'est lié à ça, d'accord. Tab target are too small. Oui, bah c'est tout est lié à ça, d'accord, ok. Et le document n'a pas de métadescription. Ah oui. Ah, c'est dommage. Ici. Ah, j'ai une OG description, mais j'ai pas une description. Pardon. Oui, c'est un peu couillon. Je l'ai uniquement, je l'ai optimisé pour les réseaux sociaux, puis je l'ai pas optimisé tout court, ce qui est un peu couillon. Donc en fait, effectivement, sur Google, il doit rien avoir. Donc c'est un peu dommage. Hop. Voilà. Et là, on va mettre une description. Paf. Voilà. Sachant qu'elle n'est pas forcément respectée par Google, mais quand même. Voilà. Et on aura fait ça. Donc ça, c'est tout simple. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va resynchroniser. On va rafficher pour voir si ça marche tout bien. Là, on voit que c'est beaucoup mieux pour mobile. Parce que c'est vraiment ce que je voulais faire à la base, en fait. Hein. Comme quoi, c'est important de définir ce genre d'attributs. Et on va de nouveau exécuter. C'est quoi la différence entre les deux descriptions nous pose la question GPTAC. En fait, il y en a une qui est utilisée pour les réseaux sociaux pour mettre le détail quand il t'affiche une petite carte. Genre, si je prends mon compte Twitter, par exemple, là, je vous ai envoyé tout à l'heure le lien vers lundi.dev sur mes réseaux sociaux. Et donc, tac. Attendez, si je cherche lundi.dev, normalement, je vais tomber sur... Voilà. Et là, regardez, ici, c'est écrit... Enfin, si à un moment, je fais un lien... Voilà, lundi.dev, c'est écrit « Retrouver tous les matins, machin truc, etc. » Ça, c'est ce qui est fourni par... Donc, ce texte-là, « Retrouver tous les lundis matins, c'est ce qui est fourni par OG Description. OG pour Open Graph. Le truc de Facebook, mais qui est aussi repris par Twitter, parce qu'ils n'ont pas envie de tous refaire ça. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est fourni par tout ça. Et en fait, Meta Description, c'est le truc qui existe à la base et qui est utilisé notamment par Google, mais potentiellement par d'autres outils, pour faire une description. Et en fait, le fait d'avoir les deux différents, ça permet de changer pour l'un ou pour l'autre. Je recommande les outils de dig de DKAX en plus de Lighthouse pour l'accessibilité. Très bien, il faudrait que je regarde effectivement. Alors, regardez, 99, 100, 100, 100. Ah bah bien mieux d'un coup, hein. Ah bah dis donc, bien mieux ça. Bon, je pense que pour le score de performance, c'est juste que le serveur était un peu froid à répondre. Mais pas mal quoi. Et il faudrait effectivement que j'aurais dû la taille des images, enfin ça, mais il faut que j'ai un vrai... faut que j'ai une vraie mécanique de génération de thumbnails pour les faire proprement, et pas faire comme aujourd'hui, utiliser une thumbnail pour tout, mais je le ferai quoi après. Bah, et pas mal en vrai, hein, pas un énorme boulot. Vous avez vu, en quelques minutes, on a réglé et on a largement amélioré les scores. Et ces scores sont pas anecdotiques puisqu'ils sont notamment utilisés par Google pour améliorer ou pas la présence des sites sur les résultats de recherche. Donc
utile, en vrai. C'est pas anecdotique. J'ai juste regardé, c'est quoi les outils d'audit en question dont tu parles? Attends, faut que je les envoie là. Hop. C'est quoi ça? DKAX. Allez, j'accepte, je suis gentil. The Standard in Accessibility Testing. D'accord. Ok, ça contient plein de trucs. Ça vérifie tout ça. Ok, d'accord. Ça va être un truc un peu plus pro, mais pourquoi pas, quoi. En vrai. Faudra qu'on essaie à l'occasion. Un vrai sujet. Coolos. Et donc voilà, lundi.dev. Lundi.dev. Bon, c'est vraiment un site que je modifie à la main, tranquillement, sans trop me poser de questions après, mais voilà. Squoosh dans un worker. Oui, c'est presque ça. Alors, Squoosh, c'est trop bien. Bah, tiens, oui, c'est l'occasion de parler de Squoosh. Squoosh, c'est trop bien. Squoosh, c'est littéralement un outil que j'utilise chaque semaine qui permet de réduire la taille des images. Donc, typiquement, je vais vous montrer. Si je prends Figma, alors hop, je vais faire ça pour pas que vous voyez des trucs que j'ai pas envie de dire. Ouais, install an Exchange. Voilà. Si je prends, hop, là, vous voyez là, il y a toutes les différentes. C'est méta, on voit les miniatures dans la miniature, bref. Là, vous avez donc les miniatures que je fais chaque semaine. Et ce truc-là, en fait, ça c'est donc la miniature, je la fais, et donc je la fais effectivement dans une taille qui est la taille de 720p, parce que c'est les miniatures que demande YouTube. YouTube recommande 720p pour les miniatures, donc je fais une miniature en 720p. Et en fait, ce que je fais, c'est que ça, quand je l'exporte en PNG, parce que, bah, pourquoi pas. Donc littéralement, ça exporte en libdev, vous voyez, ça l'enregistre dans mes images, etc. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, je le pose là, sur Squoosh, vous pouvez importer une image. Donc là, je vais chercher celle de la dernière fois. Donc c'était 2022 07 11. C'est Thumb lundi dev. Attendez. Thumb lundi dev. Voilà. Donc on va prendre 2022 07 11. Voilà. Donc celle de la dernière fois. Et en fait, donc imaginez, là j'ai le fichier en main, c'est juste que j'utilise mon Alfred qui est un outil pour choper un truc rapidement. Donc là je glisse et dépose mon fichier dans Squoosh, dans mon navigateur donc. Et regardez, là il me propose donc le fichier original, donc qui est un peu pixelisé, mais c'est parce que je prends une capture d'écran à l'arrache, etc. Mais quand même qui est tout beau. Et en fait, regardez, là c'est le PNG original, il fait 586 kilooctets. Ce qui est normal, c'est un PNG, il fait très peu de compression au final. Et il me dit, bah regarde, si je transforme en JPEG, ça me donnera 81 kg. Attendez, vous le voyez pas, c'est bien. Ça me donnera 81 kg de fichier final. Et il me propose de voir un avant-après. Donc là, je vois que ça change pas grand-chose. Si je veux, je peux diminuer la qualité de manière assez vénère. Et là, vous voyez peut-être un peu mieux, malgré la compression Twitch, que c'est devenu bien dégueulasse. Et je peux voir le avant-après. Donc vous pouvez voir avant-après, c'est un peu cracra. On le voit ici également, ça c'est tout cracraïfié. Mais on voit que j'ai gagné 96% de taille. Donc c'est voilà. Donc habituellement, moi je fais... ouais, je vais montrer JPEG XL après. Mais là, par exemple, ce que je fais habituellement, c'est que je le mets par là, et en fait, j'essaie d'arriver à des fichiers à 50 kg. Donc en fait, chaque image que vous voyez sur lundi.dev fait 50 kilooctets. Parce que je pense que 50 kilooctets, c'est correct pour une image de ce genre. Et c'est trop pratique parce que, par exemple, si je passe en... donc on va arrêter avec cet exemple et on va prendre l'un des exemples de base. Donc là, vous voyez un joli Firefox. Regardez, il est trop beau. Donc un joli renard de feu. Donc là, vous voyez, si j'agrandis, on voit pas trop la différence. Si je diminue, on va voir beaucoup plus la différence normalement. Alors c'est pas ultra visible parce que sur les trucs réels, c'est pas... Voilà, mais bon, si je diminue vachement... J'essaie de voir un truc qui... Voilà, là vous voyez vraiment la différence normalement entre le avant et le après. C'est assez visible et assez moche, quoi. Ça devient vite moche, quoi. Bon, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça vous permet de choisir pour autre chose que du JPEG. C'est-à-dire que vous pouvez notamment utiliser du WebP. Donc WebP qui est un format qui est poussé par Google.
Et vous pouvez faire des comparaisons. C'est-à-dire qu'un Moz JPEG que j'avais mis très bas, qui faisait donc 210 kilobits, c'était quand même vachement visible. Attendez, je vais le mettre vraiment plus visible. En 90 kilobits, vous voyez, ça se voit tout de suite que c'est moche, quoi. Enfin, j'espère que vous voyez avec la compression, hein, n'hésitez pas à me confirmer que vous voyez bien que c'est dégueulasse, mais quand même, normalement, vous voyez que c'est crade, quoi. Attendez, je vais encore zoomer, mais normalement, vous voyez que c'est crade, quoi. Le avant-après, il est extrêmement visible, quoi. C'est bien dégueulasse, bon, ok, vous voyez. Et normalement, donc là, vous voyez, c'est pour 90 kilobits. Et si je reprends, non, pas PNG, WebP, si je prends WebP et que je diminue la qualité pour arriver à 90 kilobits, bah, la différence, bon, elle est visible, mais elle est un peu moins dégueulasse, quoi. Et si je passe au JPEG XL, qui est un truc qui est encore en... Non, à l'AVIF, par exemple. Donc, AVIF, ça se base sur AV1. Alors, ça prend un peu plus de temps à compresser parce que AVIF est une compression plus complexe. Ah non, et c'est pas l'effort qu'il faut que je change, c'est la quality. Attendez. Si je diminue la qualité, voilà, j'arrive à 90. Et là encore, on voit quand même que c'est une sacrée amélioration. Donc si je dézoome, c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que je peux aussi changer la version à gauche. Et comme ça, je peux faire un avant-après. Donc si je prends 90 kilooctets d'un côté et 90 kilooctets de l'autre, vous voyez, on peut voir un avant-après selon les différents formats. Alors je pense que l'exemple que j'ai pris est pas très bon parce que c'est plus compliqué que ça. Mais si je prends par exemple, regardez, cette image avec plein de gens très jeunes, c'est un exemple, voilà, voilà. Si je mets d'un côté un Moz JPEG mauvaise qualité, vous voyez tout de suite que c'est dégueulasse normalement. Si je zoome un peu. Vous voyez, c'est un peu vite crade, quoi. Vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence. Attendez, je zoome un peu. Là, on voit tout de suite que c'est dégueulasse, quoi. Mais alors que si vous faites la même chose, donc là on est sur du 50 kilobits, si je fais la même chose en WebP, et que je diminue pas mal, quoi, bon, c'est un peu mieux. Oui, c'est mieux foutu que l'outil d'export web de Photoshop, par exemple, Captain Peloche, et c'est surtout disponible directement dans votre navigateur. Vous n'avez rien à installer, vous allez sur squoosh.app, je vous mets le lien là et je vous le mettrai sous la vidéo. Squoosh.app et vous pouvez directement faire vos conversions et télécharger ce qui en résulte. Ce qui est trop pratique parce que on the fly, comme ça vous savez pas trop, Squoosh.app, vous balancez votre fichier et vous réduisez la taille sans problème en utilisant le format que vous voulez, donc souvent du JPEG quand même parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément envie d'utiliser des formats trop exotiques. Mais voilà, et notamment ce qui est bien, c'est qu'en plus ça permet de gérer des formats assez nouveaux, et j'ai notamment en tête le JPEG XL dont on parlait tout à l'heure, qui est littéralement la Rolls de la Rolls aujourd'hui de la compression des formats de compression, qui est trop bien et qui permet d'avoir des résultats très chouettes, même pour des images avec de la transparence. Et ça fait trop plaisir. Donc voilà, bref. Scoosh.app, que je vous recommande, c'est trop bien. Scoosh.app. N'hésitez pas. Et fun fact, Scoosh.app avait été inventé à la base par des ingénieurs chez Google pour montrer l'intérêt des PWA, vous savez, c'est les Progressive Web App. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Scoosh.app, si vous le lancez, et si vous coupez votre accès internet et que vous y retournez, eh ben Scoosh.app continuera d'exister parce que tout est stocké en local. Il va se nicher tranquillement dans votre cache, et en fait, ça va continuer à marcher après. Je trouve ça trop bien. Et de la même manière, ça utilise des web workers pour avoir de la puissance, parce que c'est quand même de la compression, donc ça demande un peu de puissance. C'est vraiment trop chouette. Scoosh.app, le truc, bah, si il y en a qui ne connaissaient pas, c'est le truc à découvrir. Scoosh.app, c'est trop bien. Et ce que disait Five Story Paper plus haut, c'est qu'en fait, il existe Scoosh.app, il existe une manière de l'utiliser voilà, là ici, c'était la Scoosh CLI. Donc en gros, il y a une manière de l'utiliser directement via un paquet NPM. Donc si vous êtes fan de Node.js, etc. Pour l'utiliser directement en ligne de commande. Donc c'est peut-être plus simple à utiliser qu'un image magique ou ce genre de choses-là. C'est assez pratique. Bon, voilà. Et il y a un expérimental, un truc qui essaye de réduire automatiquement si vous n'avez pas besoin de réfléchir, et ça fait les meilleures choses possibles. Donc voilà, bref. Donc c'est très cool. Voilà. Ah bah je suis content de vous avoir fait découvrir Scoosh si vous connaissiez pas. Et je suis content qu'on ait eu amélioré lundi.dev. De toute façon, je vais faire une repasse sur le site pour le rendre plus joli dans quelques jours. Mais voilà. C'était très cool.
Normalement, on se voit cette semaine. Je l'avais dit ça il y a 2 semaines, finalement ça s'est pas fait, puis il y a eu la chaleur, etc. Mais normalement, on se revoit cette semaine, puisque, et je suis très fier, et je vais me mettre en groupe pour vous en parler, c'est officiel, et je suis ravi de vous le dire. Et on va le communiquer de manière plus large dans les prochains jours slash semaines. J'ai ma première mission de freelance. Je vais refaire officiellement le site de 2 heures de perdu, ce podcast que j'aime beaucoup. 2 heures de perdu. Pour ceux qui se souviennent, il y a très longtemps, il y a 2 ans, j'avais fait un, un, comment on dit, un redesign, fait par moi-même du site, et c'était pour le fun, hein, je l'avais pas fait pour que ce soit finalement fait. Et finalement, ils sont en mode genre ah bah en fait on aimerait bien effectivement refaire le site, et donc voilà. Donc je vais le faire, et ils sont évidemment chauds et d'accord pour que je le fasse en live. Donc vous pourrez me voir refaire le site de 2 heures de perdu en live. Donc il y a une partie que je fais offline qui est liée à la manière dont ils vont faire en termes d'administration, etc. Je vous passe les détails. Mais la refonte réelle du site, eh ben, on va la faire en live, et je trouve ça trop cool. Donc un vrai truc cool. C'est trop bien. Puis moi, ça me met le pied à l'étrier parce qu'en vrai, c'est un tarif extrêmement raisonnable, évidemment, vu que je fais tout en direct et que je le fais pour un truc que j'aime bien, évidemment. C'était dans le deal que ce soit très anecdotique en termes de prix. Mais l'idée, c'était surtout de me mettre le pied à l'étrier pour faire mon premier job en tant que freelance, là, vu que je me lance plutôt dans le freelancing. Donc voilà, c'est trop trop bien. Je suis trop content de pouvoir vous le faire. Donc ça sera cette semaine. Je ne sais pas encore quand exactement, mais voilà, sans doute l'après-midi, parce que habituellement je code plutôt l'après-midi pour ce genre de choses. Mais donc voilà, ce sera cette semaine, et ce sera très très cool. J'ai hâte, en tout cas, que vous puissiez le voir. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Merci d'ailleurs, Mister Matt, pour ton follow. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Et dès demain, vous aurez le replay de lundi.dev sur lundi.dev, justement. Donc voilà, c'est trop trop cool. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce matin. D'un côté, il est 11h58, donc c'est le bon moment. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une semaine très chouette avec plein de très belles choses. Je vais vous envoyer chez Karim Debache, qui s'amuse à faire des choses sur Midjourney, c'est trop bien. Donc il va peut-être être en train de finir, mais dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, je vous envoie chez lui tranquillement. Karim Debache, il est trop bien, et il s'amuse à faire des images sur Midjourney, c'est trop cool. Allez, à bientôt tout le monde, et n'oubliez pas de bien vous amuser cette semaine. Ciao!